Est-ce qu'on l'entend là dans la salle? On entend le haut-parleur? Ça suffira? Bon, alors en attendant que notre dernier intervenant arrive, je vais peut-être commencer par vous présenter un petit peu la thématique de ce soir. Pour ceux qui sont évidemment de l'extérieur de l'université, qui ont été invités également à venir nous rejoindre. Il s'agit d'une série de conférences et de tables rondes autour de l'édition que nous organisons avec le Master des métiers d'édition. Nous occupons essentiellement de la partie numérique de l'édition et nous avons pensé qu'il serait bon de faire un tour de table autour de différentes facettes qu'offre l'édition numérique dans la problématique actuelle. Alors je m'explique. Il semble qu'il y ait une distance entre la demande des usagers que vous êtes et que nous sommes tous et l'offre des éditeurs. En France et dans beaucoup de pays, surtout du sud de l'Europe, il semble que le livre numérique ne prenne pas aussi bien que dans d'autres pays du nord de l'Europe, comme l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Pourtant, au niveau équipement, les Français sont tout aussi bien dotés que nos amis européens, que les autres pays européens. Mais, mis à part le coût qui, somme toute, est relativement bas, il reste que il y a probablement d'autres raisons qui pourraient expliquer le fait que l'édition numérique en France et encore une fois dans les pays du sud de l'Europe ne se développe pas autant qu'on pourrait l'envisager en tout cas. Alors pour parler de cette distance qu'il y a entre l'offre et la demande, on va dire, même si on ne va pas parler que de marché, voilà notre ami Michel Nachet, je vais vous le présenter tout de suite. Nous avons invité plusieurs intervenants. Je vais commencer par Madame Paluzinski. Cécile Paluzinski est non seulement auteure, mais également elle dirige un cabinet de conseil dans l'édition numérique. Elle pourra me corriger par la suite. Le cabinet Numéred. Ensuite, alors dans l'ordre sur l'estrade, il y a Michel Lachaise qui est enseignant-chercheur à l'UNISTRA, mais pas seulement. C'est pas à ce titre qu'il est là. Il est aussi éditeur et il s'intéresse particulièrement à l'édition numérique. Oui, je continue par toi. Franck Quérault, qui est responsable des médiations numériques aux médiathèques de Strasbourg. Et il y a d'autres casquettes qu'il pourra aussi évoquer au fur et à mesure. Philippe Portelli, que vous connaissez comme directeur de la direction des usages du numérique, mais ce n'est pas à ce titre-là qu'il est là non plus. Il est là en tant que président d'une des commissions de la FNOR, donc une des commissions de normalisation qui parle donc des normes et des standards. Et nous verrons que c'est un point important dans l'édition numérique, puisque vous le savez, il existe plusieurs types de formats dans l'édition numérique. Monsieur Christian Bach, qui est journaliste, mais aussi chef du service multimédia pour les dernières nouvelles d'Alsace. Et Pascal Reynaud, qui est avocat spécialisé dans l'économie numérique et dans l'économie du numérique et de la culture. C'est juste? Vaguement. Bon, il précisera certainement, parce que tous ces intervenants que vous avez devant vous, évidemment, ont plusieurs casquettes, comme vous l'avez deviné, et plusieurs spécialités. Ils le préciseront au fur et à mesure. Donc peut-être que le premier point que nous allons pouvoir aborder, ça va être celui des usagers. Et peut-être que les uns et les autres, vous pourrez commencer en intervenant sur qu'est-ce qui, d'après vous, caractérise l'usager d'aujourd'hui. Alors, sous les différents angles, il y a celui qui vient aux médiathèques, celui qui écrit, celui qui... Voilà, enfin, à chacun d'entre vous d'intervenir. Qui peut commencer sur cette question? Tout le monde en même temps. Honneur aux dames. Merci. L'usager aujourd'hui, je crois qu'il est
avant tout et toujours lecteur, mais surtout contributeur. Moi, j'ai la sensation, juste je fais une petite parenthèse, en fait, j'ai découvert le livre numérique après avoir découvert le livre audio. J'avais créé un portail il y a quelques années visant à fédérer les acteurs du livre audio. Et puis ça m'a amené à envisager d'autres formes d'approche de la littérature, et notamment la lecture audio. Et c'est vrai que ce qui a profondément changé aujourd'hui, c'est le positionnement du lecteur par rapport à l'éditeur. Les éditeurs, pendant longtemps, ont été dans une logique de marketing de l'offre. Il y avait une sélection alors qui valait ce qu'elle valait, qui a évolué dans le temps, voilà, d'un certain nombre de textes. Et puis les éditeurs avaient pour but, comme objectif, de faire découvrir finalement ces auteurs choisis. Aujourd'hui, on est dans une situation qui s'inverse quelque peu, en ce sens que, avec le développement des réseaux sociaux, le lecteur est de plus en plus son mot à dire. Il partage ses lectures, il donne son avis. On en parlera peut-être tout à l'heure, on parlera de l'auto-édition, j'imagine, mais en tout cas, il est de plus en plus partie prenante on va dire, aux choix éditoriaux que vont faire les éditeurs. Alors, le point de vue des bibliothèques, voilà. Juste simplement une anecdote. Quand les personnes arrivent en bibliothèque, les médiathèques de Strasbourg, c'est pour ça que je suis là, je suis arrivé en avril, et on a ouvert un espace qui s'appelle l'appli, qui est un espace qui va permettre à chacun et à chacune de découvrir tablettes électroniques ou liseuses électroniques. Et les personnes qui arrivent sur cet espace actuellement, en fait, se demandent quels livres numériques peuvent être téléchargés sur ces tablettes, sur ces liseuses, quels livres numériques peuvent être empruntés comme un livre imprimé à la maison. Et là, c'est là qu'on est embêté, nous, les bibliothèques. Parce que si vous, qui êtes dans la salle en tant qu'individu, vous pouvez acheter à peu près n'importe quel livre numérique, une bibliothèque actuellement ne peut pas acheter tous les livres numériques pour plein de raisons. On va en parler. Il y a des raisons évidemment économiques. Il y a un modèle économique qui n'est pas encore stabilisé. Est-ce qu'on télécharge les livres? Est-ce qu'on fait du streaming? C'est une autre forme de lecture. On est confronté mais on en parlera, je pense, pendant le débat sur la matérialité du livre imprimé et l'immatérialité du livre numérique. Sur la propriété des livres aussi, c'est difficile. On se rend compte, je ne sais pas si vous aviez été au courant de cette histoire avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Là, on n'est pas dans Harry Potter, mais donc le grand libraire américain Amazon, qui avait pendant un temps, je ne sais pas si vous rappelez de cette histoire, il avait supprimé un matin le livre qui s'appelle 1984 des liseuses de ces Kindle, des personnes qui avaient acheté ce livre. Donc stupeur des personnes qui pensaient avoir acheté un livre, et en fait ils avaient juste acheté une autorisation de lire. Donc ça faudra... C'est des sujets qui sont vraiment importants. Donc je ne vais pas m'étendre, c'est juste pour lancer un peu des thèmes de débat. En bibliothèque, on essaie... Moi j'ai une expérience, avant d'être à Strasbourg, j'étais dans une autre bibliothèque, on a développé du prêt de tablettes et du prêt de liseuses en consultation et à domicile. On s'est abonné à 4 bases de livres numériques. Il y avait très très peu de choses. Simplement pour vous donner juste des chiffres, actuellement, en gros, quand vous allez dans une librairie en France, si on regarde la base Electre, qui est la base de notices bibliographiques dont on se sert dans le monde des librairies et des bibliothèques, il y a 1 300 000 livres. Les notices de livres numériques, c'est 72 000. Voilà. 1,3 million, 72 000 livres numériques. C'est le marché français, ça. Ce n'est pas tout à fait les mêmes rapports aux États-Unis, qui est le marché le plus développé. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de soucis. Les bibliothèques sont pas... Pour l'instant, les bibliothèques essaient de développer des bibliothèques numériques, de développer l'achat de matériel, etc. Mais le problème, c'est que moi, j'aime bien le rouge et le noir, mais je n'ai pas forcément envie de mettre sur mes liseuses que le rouge et le noir. Je voudrais avoir d'autres
d'autres livres, les dernières nouveautés, les derniers romans policiers, etc. Et donc là, il faut que l'ensemble de la chaîne du livre trouve le modèle un peu économique. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je parlerai jusqu'à ce soir. Oui, on va continuer de toute façon par la suite sur le modèle économique, mais pour rester autour des usagers, il est vrai qu'il y a des habitudes qui ont été prises, des habitudes de partage qui ont été prises pour d'autres types de documents et qui posent un problème, en tout cas qui posent question dans le partage du livre numérique, puisqu'on n'est pas propriétaire, et peut-être que M. Reynaud pourra nous éclairer là-dessus, quelles sont les limites nouvelles de la propriété sur le document qu'est le livre numérique. Alors une petite chose, dans mon travail d'avocat au quotidien, je fais pas mal de numérique et je ne suis quasiment jamais interrogé sur les conditions d'utilisation d'un document ou ce genre de choses. Très couramment, pratiquement 2 à 3 fois par semaine, je dois faire un contrat entre éditeur, auteur sur l'exploitation numérique. Mais alors l'accès, l'utilisation, c'est quelque chose d'un peu oublié en pratique. Alors après, j'ai regardé dans les textes, etc. Il y a des choses fort complexes, mais d'un point de vue pratique, c'est des questions qui sont assez ignorées. Parce que j'ai jamais ce genre de questions. Alors après, concernant la propriété, d'abord, il faut bien distinguer la propriété matérielle de l'objet livre. Là, quand vous achetez un livre, vous achetez un objet, mais vous ne devenez en aucun cas l'auteur du livre. Et donc, la propriété immatérielle était toujours à l'auteur et puis à son éditeur. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui maintenant a changé, c'est qu'on met tout l'accent est mis sur les conditions d'accès aux documents et au CGU, aux conditions d'utilisation, etc. Et autant c'était facile de comprendre certaines choses quand vous aviez un document physique, autant lire des conditions d'utilisation que de 15 pages, 20 pages mal traduites, c'est assez infernal. Donc il y a un déplacement, oui, tout est maintenant extrêmement complexe et extrêmement juridicisé, alors qu'avant c'était relativement simple. Est-ce que, par rapport au modèle peut-être de la presse numérique, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les usagers qui accèdent à la version en ligne des dernières nouvelles d'Alsace? Alors, en réfléchissant un peu à ce débat et à la place que je pourrais y prendre, puisqu'on est quand même dans des univers très différents, pour parler des usages numériques et de la presse, et sans rentrer dans des exposés qui pourraient prendre beaucoup de temps et donner lieu à beaucoup de débats, je voudrais juste souligner ce qui est peut-être le principal divorce ou la cause principale d'une rupture entre des usages numériques qui se sont massivement développés et qui ont influencé la manière dont circule l'information dans la société, et une manière de travailler fort ancienne et quasiment inscrite dans l'ADN des journalistes, puisqu'elle est commandée par un outil industriel qui a été créé il y a des siècles maintenant. Par rapport au numérique, la principale difficulté lorsqu'on a fini de parler ou lorsqu'on a évoqué ce qu'on connaît bien, c'est les contributeurs, la participation, etc. Moi, je vois dans l'exercice quotidien de mon métier un problème fondamental qui est celui du tempo, du rythme auquel on travaille et qui, pour nous au DNA, depuis 1877 et jusqu'à 2007, a été commandé par l'imprimerie et par la rotative. Et c'est l'outil industriel qui donnait le rythme et imprimait le tempo. Et c'est parce qu'on imprimait à 1h30 du matin à Strasbourg qu'il fallait donner le dernier BAT à minuit et demi. Et c'est parce qu'on donnait le dernier BAT qu'il fallait livrer la dernière page montée
1 heure plus tôt et qu'il fallait livrer le papier 1 heure plus tôt et qu'il fallait revenir du terrain 1 heure plus tôt. Et donc c'est bien l'outil industriel qui commandait le rythme de production de l'information. Avec le numérique, tout ça est complètement renversé et remis en cause et c'est l'événement qui commande la production de l'information et plus l'outil industriel. Ce qui fait que des journalistes qui sont sortis il y a 5 ans des écoles de journalisme et qui, il y a 5 ans encore, et a fortiori il y a 10 ans, qui ont été formés à un travail qui était une écriture en un temps, doivent aujourd'hui apprendre à écrire en 2, 3, 4 temps. Et je crois que pendant longtemps, dans la manière d'appréhender la révolution numérique dans le monde de la presse, on a oublié cette donnée, c'est que écrire dans l'univers numérique, c'est une écriture qui a un tempo différent. On écrit une brève qui devient une brève illustrée, qui devient une brève illustrée avec une vidéo, qui devient une brève illustrée avec une vidéo et un lien hypertexte, etc., etc. Et que cette écriture dynamique, c'est vraiment la vraie révolution à laquelle nous, on est confrontés aujourd'hui. Et c'est peut-être ça le cœur et l'élément le plus important de cette révolution numérique pour nous. Donc, passer d'une écriture en un temps, qui est commandée par l'outil industriel, et j'ai l'information qui émerge le matin, mais je peux prendre la journée pour la fouiller, la compléter, et j'écris le soir pour livrer le papier à 19 h, et écrire à 11 h du matin, compléter ce qu'on a écrit à 11 h 30, le compléter encore à 14 h, à 18 h, etc. Donc ça, c'est la première révolution. La deuxième révolution, c'est que l'écriture numérique est une écriture éclectique qui agrège le son, l'image animée, le lien hypertexte, l'écrit, etc., et l'image figée. Et que les compétences nécessaires pour faire ce travail ne sont plus du tout les mêmes que celles qui sont nécessaires pour faire le travail du journaliste traditionnel en PQR. Voilà. En gros, pour moi, là, sans rentrer dans des grands discours, si je devais parler de la révolution numérique dans la presse, indépendamment de tout ce qu'on peut dire par ailleurs, je commencerai par ça. Et c'est vrai vous avez touché du doigt là quelque chose qui est toujours dans le fil conducteur, effectivement, entre les usagers qui ont pris peut-être aussi des habitudes d'immédiateté sur les supports numériques, de quelque chose de l'ordre de l'instantané. On parlera du problème économique parce qu'ils ont aussi pris des habitudes de gratuité vis-à-vis d'un certain nombre d'informations qui arrivent comme ça instantanément et gratuitement. Et bon, ça pose un problème évidemment dans les modèles économiques. Et de l'autre côté, un sujet aussi qu'on pourra aborder, qu'on peut développer d'ores et déjà si vous le désirez, c'est la question des compétences. Parce qu'effectivement, il y a aussi peut-être une différence entre les compétences plus ou moins bien acquises par le public, sans forcément qu'elles soient approfondies dans chaque domaine, et les compétences qui sont peut-être plus lentes à mettre en place chez les éditeurs ou les distributeurs. Pour rebondir sur ce que disait Christian à l'instant, je crois qu'il y a des modèles qui s'entrechoquent effectivement, et ils s'entrechoquent du côté du lecteur et du côté des émetteurs de contenu. Alors, je dis bien émetteurs de contenu parce qu'on vient bien de dire que c'est protéiforme, mais les usages sont protéiformes aussi. Il y a quelques écrans là dans la salle, on a tous des pratiques hétérogènes qui essayent de se rassembler autour de points de référence qui sont mouvants et qui pourtant sont anciens. Je suis un ancien éditeur, donc je connais parfaitement les rouages de l'édition, et papier et numérique. Ces modèles qui sont encore existants ont probablement vécu. En même temps, ils ont la vie dure, et c'est tant mieux, parce que la vision de l'éditeur, c'est probablement le respect essentiel au-delà du droit, vraiment du rattachement de l'œuvre, si tant est qu'elle existe encore, c'est une notion à explorer. En tout cas, on va dire qu'il y a une œuvre, une paternité de l'œuvre, et que cet ensemble-là, porté par un éditeur, ça fait un objet reconnaissable dans le temps de façon pérenne et porté par les instituts qui permettent d'y accéder, soit par l'acquisition, soit par la lecture publique par exemple, mais qu'en face, les lecteurs sont incités à être protéiformes dans leur approche, c'est-à-dire qu'ils
On est tous poussés à aller chercher de l'info flash. On nous pousse beaucoup à ça. Et même si on veut résister, c'est difficile. Et je crois qu'on est encore à une époque charnière où on a le statut de l'ouvrage, qu'il soit numérique ou sur papier, qui s'entrechoque avec l'envie d'aller picorer de l'information et de décider à l'instant T d'être un zappeur et à l'instant T plus un d'être un lecteur assis tranquillement en train de s'imprégner dans une œuvre. Et beaucoup de gens hésitent entre les deux. Et peut-être qu'il ne faut pas choisir, hein, mais je ne donne pas de réponse, mais en tout cas, ça me semble un point important. Et si je prends ma casquette de représentant de l'instance de normalisation internationale de l'ISO, au travers de la représentation française, vous n'imaginez pas à quel point ce n'est pas du tout le regard des gens qui sont en train d'essayer de structurer la vision économique de tout ça. Quand on discute de normalisation, on discute de format d'échange, on discute de structuration de marché, on ne parle absolument pas des œuvres. On se fout royalement de ce qu'il y aura dans les ouvrages. Je peux témoigner ici, à visage ouvert, qu'il y a des débats que je ne soupçonnais même pas entre des puissances mondiales qui veulent s'approprier, par exemple, le marché du livre scolaire. Le livre scolaire multimédia n'a pas encore émergé au niveau mondial. Il y a des batailles extrêmement intestines, je dirais, entre, en gros, deux parties de l'Asie, Corée, Japon d'un côté, Chine de l'autre, et la Russie, et le Canada, et la France qui est un arbitre avec le Royaume-Uni de ces échanges-là. Pourquoi ? C'est pour contrôler la distribution de ces ouvrages demain sur les supports qui sont dans la poche ou qui seront dans la poche ou dans les cartables électroniques des étudiants ou des élèves. À aucun moment on ne pense, même pas d'ailleurs à la forme. On citait le multimédia ou le plurimédia, on ne pense même pas à ça. On dit, pour qu'un ouvrage circule, on a intérêt à contrôler la normalisation de sa forme et de son support et de son vecteur. Donc vous voyez qu'on est bien loin, hein, je m'arrête là, mais on est bien loin du schéma qui va de l'envie de lire, de découvrir la multiforme des choses qu'on peut nous proposer, et la vision des créateurs qui soit n'ont pas compris qu'il fallait revoir les modèles, soit s'arc-boutent sur ces modèles, et c'est le cas de l'édition française, hein, je peux en témoigner parce qu'on est frontalement avec eux sur la normalisation, qui disent en gros notre modèle fonctionne, les autres y viendront. Je résume, mais c'est un peu ce que nous disent les grands éditeurs français au travers de leurs syndicats. En gros, le modèle du livre papier peut être plaqué, hein, c'est le résumé, sur le numérique, et ça fonctionnera très bien ainsi. Ils ne voient pas du tout que la vague autour est en train de les submerger, mais ça, j'ai beau leur dire, ils n'ont pas l'air de comprendre. Alors, on a deux éditeurs ici qui vont peut-être nous parler de leur expérience justement. Oui, j'ai bien entendu. Effectivement, on parle des très grands éditeurs qui se réfugient un petit peu derrière la difficulté de passer à un nouveau modèle économique. Mais j'ai l'impression que c'est surtout les petits éditeurs, sans aucune forme de jugement. Il y a plus des petits éditeurs qui arrivent à s'exprimer dans ce domaine-là. Michel Lachaise, ça fait quelques années maintenant que tu écris et que tu édites du format numérique. Quelle expérience comment tu as réussi à entrer dans ce domaine-là? Bon, la question est complexe en fait. On l'entend? Donc la question est complexe parce qu'effectivement le marché du livre numérique est splitté en niches. On a les grands éditeurs effectivement qui maîtrisent pour l'instant encore le marché, mais qui ont peur de passer au numérique parce qu'ils pensent qu'ils vont certainement se faire pirater en masse, comme l'a été l'industrie du disque. Et dans cette paranoïa, ils essayent de mettre en place des systèmes fermés avec ce qu'on appelle des DRM, hein, des systèmes de contrôle anti-copie, qui font plus de mal que de bien et qui embêtent beaucoup le lecteur de base qui lui aimerait avoir un livre électronique qu'il puisse partager, donner à ses copains aussi pour qu'ils puissent partager la lecture comme on faisait avant, on le fait encore, mais on ne fera peut-être plus dans le futur, quand on prêtait un livre à quelqu'un
Là, la peur, c'est qu'on prête le livre, mais qu'il soit copié à 10 000 exemplaires chez 10 000 copains qu'on peut trouver. Et donc ça leur fait froid dans le dos. Donc, de ce fait, il y a ce combat entre je freine des cas de fer où j'essaye de trouver une solution pour que le marché du livre reste dans mes poches. D'un autre côté, on a différents acteurs de la chaîne du livre qui sont en danger, les libraires, dont on parle beaucoup, qui ont eu donc une proposition de loi qui est en train d'être à l'étude, pour les protéger, pour pas qu'ils perdent leur emploi. On a les bibliothèques qui sont avec cet objet livre numérique, mais qui n'ont pas le droit vraiment de diffuser, et puis il n'y a pas assez de livres numériques sur le marché pour pouvoir les diffuser correctement. Donc les lecteurs sont frustrés. Et puis on a d'un côté une idéologie du livre papier qui fait que si on ne sent pas l'odeur et si on ne peut pas corner les pages, ça ne va pas. La froideur des machines, leur prix, etc. Donc il y a plein d'arguments dans tous les sens qui font que la question est vraiment complexe. Alors d'un point de vue de petit éditeur, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que le marché, enfin pas le marché, mais plutôt la situation est en rupture. On a une époque qui va arriver avec des documents électroniques qui vont être à profusion. On pousse les auteurs à fournir de plus en plus des documents électroniques à la base pour qu'on puisse facilement les convertir en livres électroniques. Amazon, d'ailleurs, a décidé carrément de passer directement de l'auteur à la plateforme de vente en laissant les éditeurs de côté et en ayant même suggéré la disparition des éditeurs parce qu'ils ne servaient à rien. Donc on est là dans une espèce de guerre internationale planétaire entre les tenants d'une façon de faire, les tenants d'une ancienne façon de faire, donc le livre papier, et entre deux, nous avons des auteurs qui aimeraient bien que leurs livres soient distribués en électronique. Et puis d'un autre côté, on a aussi, et ça on le remarque très bien dans la façon d'écrire, c'est que pour l'instant, la façon d'écrire un livre est toujours basée sur la façon d'écrire un livre papier. C'est-à-dire qu'un livre numérique pourrait être hypertextuel, pourrait être hyper interactif, mais quand on reçoit des manuscrits, ils sont toujours écrits de manière linéaire, classique, traditionnelle, comme si le livre papier était un tout en soi, fermé, non évolutif et non ouvert. Alors tout ça, c'est très compliqué. Il va falloir attendre les usages qui vont se dégager, qui va gagner les batailles des marchés, comment les livres vont être perçus. C'est vrai qu'Amazon vous vend quelque chose, mais vous vend juste l'usage d'un livre électronique. Vous ne le possédez pas. Et certains éditeurs, donc parmi les petits éditeurs, considèrent qu'en fait, le fichier numérique, vous l'achetez, vous l'avez. Et donc, vous pouvez ensuite en disposer comme vous avez envie. Parce qu'il existe des lois sur le droit d'auteur et que donc les textes sont protégés. Et donc, de ce fait, on ne porte pas atteinte à l'auteur en tant que tel si le livre numérique n'est pas protégé par un système de protection. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en introduction. Peut-être que Mme Paluzinski pourrait évoquer le type de conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut démarrer dans l'édition numérique et quel type de personnes vous rencontrez, quelles questions on vous pose? Elle est compliquée, hein, votre question. Non, mais je pense que déjà, le conseil, c'est ne pas avoir froid aux yeux. Parce que le constat aujourd'hui, on l'a vu lors des nombreuses assises du livre numérique qui se déroulent depuis quelques années, c'est qu'effectivement, il y a une frilosité en partie légitime des acteurs du livre qui ne savent pas très bien où ils veulent aller et ont une forte, peut-être fâcheuse tendance à vouloir reproduire un peu les schémas du livre papier et de les transposer au livre numérique. Alors l'avantage peut-être des petits éditeurs et notamment des nouveaux petits éditeurs, c'est qu'ils partent peut-être vierges de tout ça avec des idées de ce que pourrait être le livre numérique
que les gros éditeurs ont parfois tendance, ont des difficultés parfois à mettre en place parce qu'ils sont très ancrés dans leurs habitudes d'éditeurs papier. Après, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est de regarder ce qui se passe à l'étranger. C'est le constat qui était fait au départ par Franck, c'est qu'effectivement, en France, et vous en parliez aussi, on n'est pas particulièrement avancé sur le sujet du numérique. Pour citer Amazon et ne citer que lui, c'est vrai qu'on a tous tendance aujourd'hui, pour des raisons assez évidentes, à le désigner du doigt. Il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des choses mises en place assez intéressantes et que la question, c'est aujourd'hui, nous, éditeurs et acteurs du livre français, qu'est-ce qu'on peut mettre en urgence, parce que je crois qu'on est au niveau de l'urgence, mettre en place pour faire face à ces mastodontes. Et là, moi, je suis peut-être très positive, mais je crois beaucoup, les derniers rapports le montrent, on a quand même la chance d'avoir des viviers de créateurs en France assez formidables. Et en mettant, c'est peut-être de l'ordre de l'utopie, mais tout ce monde-là autour d'une table, je pense qu'il y a des schémas inventés qui peuvent fonctionner. Je fais juste une parenthèse, on n'a pas parlé non plus aussi de la définition du livre numérique, parce que je crois que les questions se posent un peu différemment selon qu'on parle du livre homothétique et du livre enrichi, du livre augmenté. On fera certainement, on en reparlera certainement quand on parlera des modèles économiques, mais c'est vrai que compte tenu des coûts de développement aussi des livres enrichis aujourd'hui, on a du mal à imaginer, en tout cas dans l'immédiat, quel pourrait être le modèle économique pour arriver à s'en sortir. Oui, Franck. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit, monsieur Blanc, là, concernant la formation. Oui. Concernant la mutation que nous vivons, et vous avez parlé de la crise des intermédiaires, en fait, des libraires, des bibliothèques. À partir du moment où chacun peut, à partir de son smartphone, de sa Freebox, Livebox, enfin tout ce qu'on veut, accéder directement au contenu, la vraie révolution, elle est là. C'est que la révolution, elle est née quand le web est né il y a 20 ans et que petit à petit, il y a des silos de contenu qui se sont amassés par des grandes multinationales. Bon, mais il y a plein de petites expériences qui fonctionnent aussi. Il n'y a pas que ces grands silos. Et on est confronté, moi je vois bien, je vais parler des bibliothèques, et c'est pour ça que je suis à Strasbourg pour faire ce travail. On est engagé, et si je vois qu'il y a des étudiants dans la salle, et si vous venez un jour travailler dans une bibliothèque, parce que vous êtes peut-être allé travailler dans l'édition, mais peut-être dans des bibliothèques, on est confronté à une remise en cause complète de notre travail. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était habitué à acheter des collections de livres physiques, c'était très matériel, etc. Aujourd'hui, comment assurer notre mission justement de diversité culturelle, d'acquisition de documents, avec des choses sur lesquelles on n'a pas prise. C'est-à-dire que on s'abonne effectivement par forfait à des bases de données numériques, et puis ça ne constitue pas forcément des collections entières. Quid de la mémoire, Les bibliothèques ont eu depuis très longtemps une mémoire, la mission de conserver la mémoire du monde. Voilà. Donc on en est là. C'était bien que tu rappelles que il y a des livres homothétiques, il y a des livres enrichis. Il y a aussi un certain nombre d'auteurs en France et puis à l'étranger qui travaillent sur cet écosystème du web. Je parle de François Bon par exemple, ou d'autres auteurs comme par exemple Anne Savelli. Anne Savelli, elle a écrit un livre en 97, je crois, qui s'appelle Franck, qui raconte l'histoire d'un prisonnier et puis de sa relation avec ce prisonnier, ses visites, etc. Et dès le début de son projet d'écriture, c'est un livre imprimé en fait, elle a imaginé un autre dispositif pour mettre son travail sur le web. Et elle a écrit un autre site qui s'appelle Dans la ville haute, danslavillehaute.net. Si vous tapez ça, vous allez tomber sur son site. Et son livre, en fait, là, elle l'a mis à disposition gratuitement. Et en fait, elle le lit. En fait. Elle le présente d'une autre manière. Et elle le présente avec des photos. Et vous pouvez entrer dans son récit d'une manière complètement aléatoire en cliquant sur n'importe quelle photo. Et elle utilise en fait les codes du web pour créer un autre objet. Donc ça aussi c'est du livre numérique.
Comment aujourd'hui, moi je parle des bibliothèques là, je suis invité pour ça aujourd'hui, comment on va pouvoir mettre en valeur ce travail d'écriture des auteurs à disposition de tout le monde pour le faire connaître. Moi, je suis assez optimiste sur un certain nombre de choses. Je pense que là, on est vraiment dans une période de mutation. Effectivement, je ne suis pas certain c'est la bonne idée de recopier exactement le modèle du XXe siècle, hein, basé sur la rareté. Je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un site qui s'appelle Babelio. Babelio, c'est un site de partage de lecture. Voilà. C'est en dehors de toute institution. Ça a été créé par 3 jeunes passionnés de lecture et qui ont fédéré une communauté de lecteurs, de gens qui avaient envie de partager leur lecture. Et c'est pas simplement pour dire j'aime, j'aime pas. Hein, c'est pas des likes de type Facebook. Hein, c'est parfois des critiques des livres qui sont assez conséquentes. Et il y a des échanges. Voilà. Moi, je suis positif et je suis optimiste par rapport à ce genre de site. Parlons aussi de Wikipédia. Wikipédia, c'est quelque chose qui a complètement transformé le monde des encyclopédies avec une utopie majeure en pensant que tout le monde gratuitement est venu pour construire une encyclopédie. Voilà. Nous, sur la médiathèque de Malraux, là, on vient d'ouvrir un atelier qui s'appelle l'Applipédia et qui est justement un atelier de contribution à cet écosystème du web et à cette encyclopédie qui s'appelle Wikipédia. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir que il y a des gens qui sont encore passionnés par la chose écrite, il y a des gens qui sont passionnés par la création, et donc il va falloir travailler sur ces différents modèles, et puis comment se resituer, nous, les institutions, les bibliothèques, dans cet écosystème général du web qui peut se passer complètement de nous, par exemple, hein, sur les bibliothèques. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir. Je pense que ce qu'on peut peut-être conserver de la vision, et moi je suis aussi très optimiste, donc c'est aussi pour nos étudiants leur dire que la valeur ajoutée de l'éditeur s'inscrit dans une chaîne de valeur complète, et même si des morceaux de la chaîne changent, je pense que les codes fondamentaux ne changent pas. Si vous faites une analogie avec la musique, vous pouvez vous promener sur des chaînes de partage vidéo. Vous allez voir des centaines de milliers de gens qui se déclareront chanteurs, auteurs, compositeurs. Vous saurez trier d'une certaine façon. C'est assez rare que des choses on va dire de très basse qualité émergent très haut, en tout cas soient appréciées par une communauté large qui me semble être parfois représentative effectivement de ce qu'aurait fait un travail d'éditeur ou d'éditeur musical, c'est-à-dire de choix, de portage, d'orientation et donc de catégorisation finalement dans une œuvre. Donc je pense que sur l'écrit, sur le livre, sur les œuvres d'autres formes, c'est un peu la même chose. Tout le monde peut dire aujourd'hui j'ai écrit une nouvelle ou un roman et le publier. Ça n'est pas pour ça qu'on a fait de l'édition, ça n'est pas pour ça qu'on est un auteur. Vraiment, c'est une chaîne de valeur, c'est de la valeur ajoutée, c'est un pari. Éditer est un pari, éditer est une aventure, éditer est un dialogue parfois tendu entre un auteur, un directeur de collection, une structure, etc. Et tout ça est fécond, c'est-à-dire que ça permet quand même de faire évoluer la pensée, évoluer la structure, évoluer l'écriture même. Donc moi je suis assez aussi optimiste sur le fait que sous de nouveaux couverts que le web permet aujourd'hui, on a quand même, on peut se fonder sur des bases qui sont des bases avisées de valeur ajoutée. Je suis venu, et puis je ferai suivre le micro sur la gauche pour que chacun ait le même temps de parole, mais je suis venu avec une grande appréhension. Je me dis, mais où je mets les pieds? Et en vous écoutant, je me rends compte qu'on a quand même des choses qu'on partage entre le livre et ce qu'on vit. Et j'ai parlé tout à l'heure du tempo, qui est pour moi une vraie question pour le travail des journalistes. Et je trouve que les choses s'éclairent et rapprochent le livre et
les médias, lorsqu'on replace les choses, quand on prend l'histoire sur le temps plus ou moins long. Je continue sur cette idée de l'histoire et où on en est aujourd'hui et vers quoi on peut s'orienter. Lorsque le web et l'information sur le web a émergé, donc, en France, le premier site d'information en ligne, ça a été Libé. Les DNA ont été le deuxième site d'information en ligne présent sur le web en septembre 1995. Il faut bien avoir à l'esprit que la presse française, et c'est là que je trouve qu'avec le livre, il y a peut-être des choses, des similitudes à trouver, était dans une période où on était en recherche de gains de productivité à l'imprimerie. Donc on restructurait les imprimeries, l'informatisation de l'imprimerie, et on achetait encore des rotatives. Et nous, on a acheté une rotative qui a coûté 10 millions d'euros, qu'on a acheté chez les Suisses, qui est une WIFA, qui est une excellente rotative. Et toute cette histoire se passe un peu en vase clos, en ignorant les mutations qui sont déjà à l'œuvre et qui vont monter en puissance et qui vont remettre en cause tout ce travail qui a été entrepris pour réformer l'imprimerie, à laquelle est adossée la production des informations. Et donc, il y a eu, en gros, 2 ou 3 méprises. La première méprise, ça a été les éditeurs qui se sont dit on va développer une audience en ligne indépendamment de l'audience du journal. Et on va créer des équipes dédiées qui vont produire des contenus, qui vont créer de l'audience qu'on va valoriser avec la publicité. Ça s'est effondré parce que la publicité sur le net rapporte à peu près 10 fois moins qu'une publicité dans un journal. Donc le modèle ne tenait pas. Et créer des équipes dédiées, ça veut dire doubler l'effectif de la rédaction. Donc créer des coûts qui sont bien au-delà des ressources qu'on va générer, dans un problème économique. Première méprise, les équipes dédiées. Créer un média à côté d'un média. Deuxième méprise, ignorer le web en disant on va appliquer une politique de l'offre dans le papier. Le papier a un avenir, c'est le point d'appui de notre modèle économique. On ignore le web, on travaille le papier, on multiplie, on crée une édition du dimanche, on crée une édition du soir s'il le faut, etc., etc. Ça n'a pas marché parce qu'on ne commande pas les usages. C'est les usages qui commandent ce qu'on doit faire. Si les gens ont l'habitude de consommer de l'information en ligne et qu'on est producteur d'information, on ne peut pas l'ignorer. Troisième méprise, ça a été cette espèce d'illusion que tout se réglerait par magie et par le simple fait de l'introduction d'une nouvelle technologie. C'est ce sur quoi reposaient beaucoup de pure players, de gens qui ont fait le pari de faire que de l'information en ligne parce qu'ils croyaient que la technologie et la manière de travailler en ligne allaient elles-mêmes réformer la manière de travailler et allaient elles-mêmes réformer le contenu. Donc vous voyez bien qu'on était là dans une espèce une succession de méprises et de contradictions qui étaient des impasses. Est arrivé 2008 et 2008 tout s'est arrêté. On sait que 2008 ça a été l'accélération de l'érosion de la diffusion, ça a été l'accélération de la baisse du marché publicitaire pour les médias traditionnels. Et là, aujourd'hui, depuis 2008, en tout cas, on est dans une parenthèse où tout le monde est crispé sur le compte d'exploitation, cherche des synergies, cherche des économies d'échelle, mais n'est plus sur des développements et sur de l'offre. Et la solution qui se dessine, et à laquelle moi je crois et que je défends au sein du journal, c'est que l'imprimé et le numérique ont partie liée, en tout cas pour un temps encore, et que l'un et l'autre marchent ensemble, et qu'un journal de PQR doit savoir gérer à la fois la production de contenu pour l'imprimé et la production de contenu pour le web. Et que la clé des années qui viennent, en attendant que les usages aient complètement changé, la clé des années qui viennent, c'est dans notre capacité à nouer ensemble le papier et le web. Et c'est ça la clé. On en parlera après pour le modèle économique. Et je termine avec l'histoire du métier, que vous avez évoqué tout à l'heure, et des compétences. Le métier de journaliste n'a pas changé, malgré la révolution numérique. Le métier est exactement le même. Qu'est-ce que c'est un journaliste? C'est une personne qui est dans un dispositif qui génère des ressources, qui lui dégage du temps pour faire son métier. Aucun journaliste citoyen ou citoyen journaliste n'est dans un dispositif qui génère des ressources pour lui dégager du temps pour produire du contenu. Parce qu'il a un métier à côté et qu'il faut bien qu'il vive. Donc le journaliste, c'est bien cette personne-là qui a du temps disponible parce qu'elle est dans un dispositif qui génère des ressources, qui verse un salaire, etc., etc. Ça n'est pas nouveau.
C'était déjà le même cas au moment de du journal papier, régnant seul ou de la télé ou de la radio. La deuxième chose qui fait un journaliste, c'est son carnet d'adresses. Ça n'est pas nouveau. La troisième chose qui fait la qualité d'un journaliste, c'est son expertise. Ce n'est pas nouveau et c'est sa mémoire parce qu'il est sur une thématique, sur un territoire depuis un certain temps. Tout ça, c'est des choses qui sont complètement pérennes et qui ne sont pas du tout remises en cause. Ce qui change, c'est les canaux sur lesquels on diffuse. Donc qu'on soit dans l'univers numérique ou dans le papier, et je crois que là, les choses se rejoignent un peu, la production de contenu repose sur les mêmes piliers. C'est l'expertise, la mémoire, le carnet d'adresses et le temps disponible. Oui. Moi, j'aimerais rebondir juste sur le statut de l'usager dans la législation. En relisant les textes cet après-midi, j'étais effaré par le niveau de complexité des textes relatifs aux mesures techniques de protection, à ce genre de choses. Il y a des questions très pratiques quant au contrôle de l'usager par les gros éditeurs, etc., en termes de vie privée, en termes de consommateurs. Et alors, je me suis dit, on va relire ces textes, et ils sont littéralement incompréhensibles. Et je me suis demandé, mais comment faire pour qu'un consommateur puisse lire ces choses-là? C'est des textes à tiroir, avec des références qui font elles-mêmes, bref, c'est parfaitement incompréhensible. Et à mon avis, les textes ne sont absolument pas mûrs, et on a pris on a voté toute une série de textes en 2006 qui me paraissent, c'était trop tôt en définitive. On n'avait pas les usages, on n'avait pas le savoir, on n'avait pas les connaissances. On a pondu des textes qui me paraissent complètement inopérants. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais aucune question sur ces textes-là, en pratique. Voilà. Et donc, les questions sont là. On a reconnu en théorie un droit à la copie privée, un droit à l'interopérabilité au niveau des standards. Mais alors, c'est vraiment de la théorie. Parce qu'en pratique, personne ne sait comment ça marche. Et pourtant, à l'époque, en 2006, tout ça a été très très conflictuel. Tout le monde s'est engueulé, etc. Et pourtant, il en est ressorti 3 pages, 4 pages, 5 pages de texte parfaitement inapplicable. Donc il y a vraiment un gros boulot de ce côté-là pour les juristes, pour essayer que tout ça soit compréhensible. Parce que sinon, le droit de l'usager, pour l'instant, il est extrêmement nébuleux. Voilà. Ça, c'était mon avis de juriste. On arrive effectivement sur le problème des compétences que Christian Bach évoquait aussi. Dans tous ces milieux-là, que ce soit la base nécessaire juridique, que ce soit lorsque tu évoquais le fait de ne pas pouvoir doubler les effectifs de personnel, il a bien fallu qu'il y ait un personnel qui s'adapte et qui acquiert de nouvelles compétences. Au niveau des éditeurs, et peut-être que Philippe Portelli pourra nous en parler, et les éditeurs ici présents aussi, il a bien fallu que des nouvelles compétences soient acquises. Or, ce n'est pas forcément une évidence. Non, c'est pas simple. Je parlerai autant de métier que de médiation. Je crois que c'est, et je reviens sur le rôle évident de l'éditeur, de sa structure et des gens qui font l'édition, c'est qu'ils doivent être capables d'à la fois préserver l'auteur dans l'originalité de ce qu'il produit et de se mettre en référence à un contexte. À l'instant où l'ouvrage va être édité et donc mis en pâture, à un contexte qui dans le temps, peut changer très rapidement. Moi, j'ai travaillé dans l'édition numérique dans les années 90. Quand on allait discuter à la FNAC, par exemple, de la mise sur les gondoles des ouvrages qu'on produisait, la FNAC disait de toute façon c'est pas compliqué, on va mettre des exemplaires pendant 15 jours et puis si c'est pas vendu, on les descend d'un cran, on les range dans les tiroirs. Expliquez donc à un auteur que en tant qu'éditeur vous vous êtes défoncé pour que l'œuvre ait une forme défendable et que derrière vous êtes sapé au moral par les structures de distribution qui vous disent en gros votre objet, il y a trop d'ouvrages qui sortent, c'est ce qu'on nous disait, il y a tellement d'ouvrages qui sortent que même les lecteurs ne peuvent pas tous les lire, donc
Voilà, ça se fera au visuel. D'ailleurs, c'est encore le cas. Ça m'est arrivé très récemment, je cherchais un ouvrage ici à la FNAC, je trouve l'ouvrage à un emplacement, je rentre chez moi sans acheter l'ouvrage parce que j'avais un doute, il me semblait qu'il y avait autre chose qui existait, il n'y avait rien dans le catalogue, je vérifie chez moi s'il y avait un ouvrage concurrent qui pouvait être plus adapté au cadeau que je voulais faire, je retourne le lendemain, le rayon avait complètement changé. Et on m'a dit oui, mais on change toutes les semaines. Et en fait, ce n'était pas juste les ouvrages qui avaient changé, c'était la thématique qui s'était déplacée de 3 mètres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, je pense, dans la façon d'écrire. Et il n'empêche que le processus éditorial reste un processus riche et un processus nécessaire. Et donc, je ne suis pas sûr que les lecteurs soient éduqués à cette vision-là. Vraiment, je voudrais qu'on batte aussi en brèche la question de l'immédiateté et puis de la facilité. C'est pas facile d'écrire, c'est pas facile d'éditer, c'est pas facile de prendre le risque de se mettre en pâture. Tous ces codes-là sont nouveaux. Tous ces codes-là sont nouveaux. Donc, je crois beaucoup au collaboratif, je crois à de nouveaux modèles et je crois à ces fondements de la richesse de cette médiation. En fait. Pour abonder dans ce sens-là, je trouve qu'il y a des expériences qui sont assez intéressantes et qui modifient un petit peu le processus de choix éditorial de l'éditeur. C'est le développement des plateformes de crowdfunding. Donc au départ, c'était fait plutôt pour des auteurs ou autres, de façon isolée, qui éventuellement par le voie de l'auto-édition cherchaient des fonds. Mais ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'on a des éditeurs aujourd'hui qui utilisent ce type de plateforme pour, en partie, on est d'accord, lever des fonds pour éditer un ouvrage, une collection, mais aussi par là même pour développer une communauté. Et on revient à cette idée dont je parlais tout à l'heure, du poids de plus en plus important accordé aux lecteurs. Ça va peut-être avoir aussi le mérite, je trouve, ces plateformes, d'identifier des auteurs qui parfois, parce que ce n'étaient pas des marketeurs dans l'âme, n'étaient pas capables de porter leur ouvrage jusqu'à l'éditeur. Et là, finalement, tout à coup, ça leur permet d'être exposés sur la toile. Donc le côté peut-être positif aussi, on va dire, du livre numérique, en tout cas du web, c'est de permettre une exposition qui n'était pas possible avant. Alors, pour continuer dans ce sens-là, ce qui est aussi assez intéressant à voir, c'est aujourd'hui un certain nombre, on a vu des exemples, d'éditeurs papier qui vont à la pêche après des succès numériques d'auteurs au départ auto-édités. Donc, pour rejoindre la voie collaborative, je crois aussi effectivement assez à ça. Je voudrais revenir aux compétences parce qu'effectivement, elles sont importantes. C'est de l'informatique en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut aussi aujourd'hui créer des livres numériques est obligé de se confronter à l'outil informatique et à se confronter aux formats de fichiers qui vont être disponibles. Le problème, c'est que quand on écrit un livre et qu'on le publie et qu'on a un éditeur et qui fait de l'édition papier, on a un produit fini, unique, qu'on va pouvoir dupliquer à X exemplaires et distribuer. Mais quand un éditeur désire distribuer un livre numérique, il est obligé d'en faire une version au format PDF, une version au format EPUB pour les iPads, réfléchir au format de l'iPad parce que ce n'est pas les mêmes que les liseuses, et puis de réfléchir aussi à Kindle, le lecteur d'Amazon, parce qu'il a un format particulier et il doit donc maîtriser tous ces outils technologiques pour transformer son fichier d'origine que l'auteur lui a fourni, qu'il a mis en page ensuite, et qui doit être remachiné pour chaque liseuse. Alors c'est un travail supplémentaire, ça demande en fait une formation constante. Le logiciel change tout le temps, les technologies de liseuses, de livres informatiques, de tablettes, changent tout le temps, évoluent. Et il est obligé, tous les 6 mois, tous les ans, de revoir donc, son processus de fabrication d'e-book. Donc c'est une auto-formation continuelle. On ne peut pas aujourd'hui, quand on veut faire de l'édition, se reposer sur ce qu'on a appris pour faire un livre papier et s'arrêter là. C'est impossible.
Donc ça, c'est une contrainte qui n'existait pas il y a encore une vingtaine d'années. On pouvait apprendre le métier du livre et puis ensuite produire toute sa vie des livres avec ce savoir. Aujourd'hui, le savoir est fluctuant. Ensuite, nous avons le problème aussi du lecteur qui doit s'adapter donc au format de fichier nécessaire à lire pour le livre, qu'il ne peut pas transposer facilement sur une autre machine s'il en a plusieurs. Et puis nous avons aussi, pour revenir sur un autre cas de figure, l'autre catégorie, celle qui est en fait a priori, pour moi personnellement, la plus mal aimée de toutes, c'est les auteurs eux-mêmes. Les auteurs, dans toute cette histoire de livres, de marché, de transformation, de connaissances, de savoir, d'écriture, sont ceux qui sont exploités jusqu'au bout. Ils doivent produire un texte, donc ils écrivent, ça peut durer des années, et une fois qu'ils ont produit quelque chose, ils vont percevoir quelques pourcents seulement sur le montant de vente du livre. Et le reste des acteurs, donc éditeurs, libraires, imprimeurs, distributeurs, va se partager le reste, et puis les taxes, etc., donc l'État. Du coup, l'auteur est là, dans cette guerre, il ne peut rien faire, et arrive ensuite l'idée que eh bien, le livre électronique doit être distribué gratuitement parce que le savoir se partage et que c'est comme ça. Du coup, on se retrouve avec un auteur qui essaye parfois de vivre. Donc on ne peut plus imaginer aujourd'hui vraiment beaucoup d'auteurs qui puissent encore vivre de leur écriture. Tout le monde est obligé d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et là, l'auteur lui-même se trouve confronté à la valeur de son travail. Qu'est-ce que ça veut dire si maintenant j'écris un livre et qu'on me dit que pour 3 €, il doit être distribué et que moi je toucherai peut-être que 5 cents sur ce livre et que finalement, pour pouvoir gagner assez d'argent, il faudrait que j'en vende des millions. Mais en fait, non. La distribution des livres numériques aujourd'hui est faible. S'il en vend 1000, c'est déjà beaucoup. Donc il y a cette question-là, la question pécuniaire, la question que les internautes et puis les utilisateurs des réseaux imaginent que les contenus culturels doivent être partagés gratuitement. Enfin, je pense que ça commence à changer parce qu'on commence un peu à se rendre compte de la problématique. Et puis, nous avons de l'autre côté donc une guerre entre les acteurs informatiques, les éditeurs numériques comme Amazon, qui veulent vraiment avoir le monde sous leurs pieds, et puis les éditeurs traditionnels qui veulent absolument garder leur pouvoir de création de livres à la traditionnelle. Et puis entre deux, nous avons des tas d'expériences. Alors je vais vous en donner une petite, ça sera plutôt dans les modèles économiques, on y reviendra plus tard alors. Voilà, voilà pour le moment. On peut aborder la question du problème, du modèle économique. On l'a déjà abordé à plusieurs moments, donc. Je vais continuer sur la problématique économique. Voilà, donc en fait, je suis dans l'édition de la littérature grise, donc sciences humaines et sociales. Donc c'est encore un cas particulier de l'édition. Et c'est une édition où les chercheurs doivent produire donc, du savoir. Et l'idée nous est venue, donc la demande des auteurs, c'est d'avoir des livres papier. C'est-à-dire que le prestige de l'édition, c'est d'avoir dans les mains un livre qu'on peut montrer aux autres. C'est un objet de fierté. Donc voilà, je montre mon travail, j'ai écrit, j'ai produit mes résultats de travaux. Et puis, on s'est dit donc qu'on pourrait essayer de proposer finalement le livre électronique, mais pas dans tous les cas, dans certains cas, gratuit, pour voir s'il y a une prise.
et si ça a une influence sur les ventes de livres papier, par exemple. Alors, bon, maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a testé ce modèle. Il est étonnant parce que les modèles de diffusion de livres électroniques gratuits fonctionnent à merveille. C'est-à-dire que c'est un excellent moyen de distribution, mais, donc de propagation du savoir. Mais d'un autre côté, c'est absolument non productif pour un chiffre d'affaires quelconque. C'est-à-dire que ça ne va pas booster des ventes d'un livre, d'une autre de livre papier par exemple, ou d'autres formes de livres. On ne peut pas imaginer par exemple que quelqu'un qui aura acheté un livre électronique aura envie d'avoir en main un livre papier. Il aura déjà le contenu, donc du savoir, donc il n'aura plus forcément besoin d'acheter. Et puis l'idée d'acheter un livre papier alors qu'on a eu le livre gratuitement, ça paraît un peu étrange finalement, et dans les faits, ça s'avère non fonctionnant. Alors, donc ça, c'est une expérience qu'on avait faite, donc on va continuer à travailler comme ça, parce que bon, l'idée de diffuser du savoir est intéressante. Par contre, point de vue maintenant du prorata vente papier, vente de livres électroniques, pour l'instant, en fait, la structure économique et les structures de distribution ne sont pas encore vraiment prêtes pour la diffusion de livres électroniques. Bien que on ait un circuit de distribution quand même assez ouvert, les gens préfèrent encore acheter des livres papier. Donc il y a cette idée derrière que quand j'achète un livre papier, je possède quelque chose. Et même si nous, on a décidé de ne pas protéger les livres électroniques par des DRM et de laisser les personnes copier le contenu pour faire des recherches, pour avoir des références, etc., même dans ce cas-là, on préfère encore acheter un livre papier parce qu'on pense que posséder quelque chose, ça fait partie de nous. Hein. On aime en fait amasser des objets, on aime avoir des objets autour de nous, et le livre électronique, c'est... on peut le lire, certes, mais ce n'est pas un objet. On possède bien la tablette, ça on peut la toucher, elle est chouette, mais dedans, il y a plein de contenu, c'est comme dans un ordinateur, c'est plein de fichiers, et puis point à la ligne, sans plus. Donc c'est vrai qu'on l'a bien vu avec les histoires de téléchargement de pirates pour les MP3 et tout. Finalement, ce qu'on arrive à voir aujourd'hui, c'est que oui, les gens téléchargent les MP3, mais finalement, après, certains choisissent dans tous ces MP3 téléchargés les artistes qu'ils aiment vraiment, et ensuite n'hésitent pas à aller acheter la version collector, par exemple, de leur artiste préféré, parce qu'ils auront un bel objet à la maison. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui met en valeur chacun et qui est différent du livre électronique. Alors dans la littérature grise, la question se pose différemment, parce que la littérature grise, c'est une littérature de travail. C'est promouvoir du savoir issu de la recherche. Donc on ne s'adresse pas forcément à un public de lecteurs traditionnels, mais à un public de chercheurs. Et donc là, la diffusion du savoir par voie électronique est tout à fait pertinente. Et c'est là effectivement qu'on voit donc différentes formes de mise en place d'échanges, des blogs de chercheurs qui ont décidé de ne plus écrire vraiment dans des revues scientifiques traditionnelles. Ils préfèrent coécrire dans des blogs partagés leurs recherches en même temps, en collaboration. Et puis d'autres expériences, effectivement, de travaux partagés, de groupes de recherche partagés, qui travaillent plutôt dans le collaboratif, parce que l'idée, c'est que le savoir appartient à tout le monde, et que, comme pour Wikipédia, par exemple, eh bien, on est là pour travailler ensemble et partager ensemble. Donc, en fait, on est là aussi, quelque part, en train d'être en fait, dans une fracture où on a deux modèles économiques qui sont en train de se battre. Le traditionnel, qui ne voit que vendre des objets pour augmenter des parts de marché et faire du profit. Et puis d'un autre côté, des gens qui se disent, oui, mais bon, grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux, on peut échanger nos données, nos savoirs entre nous et sortir de ce système-là.
alors à côté de ça, il y a d'autres problèmes concernant aussi les histoires des emplois. Hein. C'est vrai que l'électronique pose le problème de... J'ai parlé des libraires, mais il faut aussi parler des imprimeurs, la filière de distribution, ça fait beaucoup d'emplois, on est dans une période de crise économique, on veut maintenir les emplois, mais c'est pas évident, donc on essaye de faire en sorte que, finalement, si le livre électronique se concrétise vraiment et devient la valeur majeure de notre culture, eh bien, tout ça va s'effondrer. Nous aurons une nouvelle structure de distribution du livre, et certainement, il est possible, et je pense que c'est le moment pour les auteurs de reprendre leur création en main et de se remettre un peu en avant. Hein, parce que ce sont les oubliés de toute cette guerre, finalement. Hein. Et donc, il ne devrait finalement rester que les lecteurs et les auteurs, et entre deux, un réseau, mais pas forcément un réseau qui est contrôlé par une multinationale. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, moi j'ai quand même la sensation que avoir des auteurs et des lecteurs, entre guillemets uniquement, quoi qu'il arrive, ça va être un peu compliqué. Et puis, à titre personnel, je serais un peu frustrée. Parce que je pense quand même qu'aujourd'hui, on est aussi confronté sur le web à une multitude de données. Je ne sais pas combien, en quantité, ce que ça représente. Mais il faut bien être honnête, quand on commence à naviguer, on a envie sans arrêt d'aller cliquer à droite, à gauche. Il y a plein de choses intéressantes éventuellement à consulter. Et je crois que peut-être, alors le métier des libraires est un des premiers évidemment aujourd'hui en ligne de mire et qui s'interroge sur son avenir. J'ai tendance à croire que ce métier de libraire, il va peut-être se déplacer ailleurs. Parce que finalement, le rôle du libraire, est-ce que c'est pas de nous aider à faire le tri, de nous recommander telle ou telle lecture? Enfin, en tout cas, on parlait tout à l'heure de la notion d'expertise qui, quoi qu'il arrive, resterait, que finalement, on est face à un marché qui change, mais avec quand même des fonctions nécessaires finalement aux uns et aux autres pour s'y retrouver. Donc, la désintermédiation, oui, mais moi je crois à la disparition peut-être de certaines fonctions, mais qu'on va retrouver sous une autre forme ailleurs. À ce sujet, je trouve qu'il y a un projet qui est assez intéressant, qui doit normalement voir le jour, je crois là bientôt, qui est mis en place par une société de développement d'applications, je crois que ça doit être Axia Luna, je ne veux pas vous dire de bêtises, qui avait développé l'année dernière l'application L'Herbier des Fées. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le consulter. Et donc là, qui est en train de développer une application qui va s'appeler, je crois, la Cité des libraires. L'idée étant qu'on ne va plus sur une plateforme comme toutes les grandes qu'on connaît pour aller télécharger du livre numérique, mais qu'on va avant tout aller se balader dans une cité des libraires, donc rentrer dans des librairies qui ont une direction, une personnalité bien précise, et chez qui on va aller frapper parce qu'on sait qu'on va nous orienter, nous conseiller et nous aider à faire le tri, justement. Donc il va peut-être y avoir plus de place pour les auteurs, de fait, mais je crois toujours à la notion essentielle de ces diapasons. Moi, je compléterais en disant que j'aimerais bien qu'on réhabilite les émotions dans tout ça. Et puis faire l'éloge de la lenteur aussi. Tiens, ça ferait du bien. Quand on a notre livre entre les mains, on aime se poser à l'endroit où on a envie. Vous voyez, dans les transports en commun, on lit un livre de poche, on s'extrait de l'univers qui est autour, ça devient intemporel, tout ça. Moi j'aime assez qu'on réfléchisse à ça dans l'univers numérique qui impose un rythme et qui impose une pression extrêmement forte. Et je dis ça en tant que directeur des usages du numérique à l'université, ça me paraît devoir être réfléchi tous ensemble. Et je pense qu'on peut avoir des émotions. Rappelez-vous peut-être tous dans la salle, un jour vous avez ouvert un ouvrage, quelle que soit sa forme, et vous avez eu une émotion qui vous a donné envie d'approfondir. Vous avez découvert un style d'écriture, vous avez découvert un auteur qui vous a piqué au vif, y compris dans des émotions négatives.
je pense qu'on n'a pas appris dans le monde numérique à s'interroger, à regarder, à s'imprégner de ces émotions-là pour qu'elles deviennent un moteur de décision par rapport à ce qu'on a envie de faire ou de ne pas faire vis-à-vis de la production des ouvrages, qu'on soit simple lecteur ou demain auteur. Et encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec Michel, la réhabilitation des auteurs aussi. Écrire, c'est sortir ses tripes, hein, c'est se mettre à nu, c'est dévoiler des choses, c'est vouloir provoquer des choses, et c'est quelque chose qui est respecté par la structure de l'édition, quelle que soit sa forme, et qui peut-être devrait perdurer parce que aussi il y a toujours de l'émotion derrière tout ça. Et on ne parle pas beaucoup de ces choses-là dans les tables rondes, je suis dans beaucoup, ici ou là, en France, à l'étranger. On n'aborde jamais la question sous cet angle-là. Alors il y a ceux qui vous parlent de marché, de structuration, de part. Il y a ceux qui sont dans l'utopie du rêve. Voilà, tout le monde éditeur, tout le monde auteur, et le monde est rempli de bisounours. Entre les deux, il y a la réalité que vous représentez tous dans votre diversité. De votre contribution, hein. On revient à cette contribution en tant que lecteur, en tant qu'auteur. Vous allez voir un libraire, on n'achète pas un livre de la même façon dans une grande surface et chez un petit libraire qu'on a l'habitude de voir. Accrochez-vous à ces émotions-là, réfléchissez. Je sais pas des codes, mais réfléchissez à vos propres pratiques. Ça me paraît intéressant ensuite dans le métier, dans ce que vous allez réinjecter, parce que quand on rencontre un auteur et qu'on est éditeur et qu'on a une émotion, eh ben, ça fait de beaux ouvrages derrière. Et des fois, on se fout de savoir s'ils vont se vendre à 50 000 exemplaires. Si ça intéresse quelqu'un, dans mon bureau là-haut, j'ai des vieux CD-ROM qu'on n'oserait même pas éditer aujourd'hui. J'en ai un qui s'appelle La boîte à rire. L'ouvrage qui, par essence, ne sert absolument à rien, c'est un magnifique écran avec des objets animés, et quand on clique dessus, il y a des rires qui fusent des haut-parleurs qui sont tous différents les uns des autres. Voilà. À cette époque-là, 92, 93, on était capable d'éditer ce genre de choses. Serions-nous aujourd'hui capables de le faire? Posez-vous la question. Moi, je vais continuer sur mes petites histoires et pour parler de modèle économique. Et d'abord avec une chose que je tiens à dire, c'est que dans ce que nous vivons aujourd'hui, cette espèce de chaos qui n'est pas une appréciation négative, il faut accepter de mettre en œuvre des solutions qui ne dureront pas comme celles qu'on a connues de 1877 à 2007, mais qui dureront peut-être 10 ans, mais qui permettront de piloter la transition qu'on vit sans trop de dommages sociaux, parce que c'est une chose à laquelle je tiens aussi. On ne peut pas changer une entreprise qui emploie 600 personnes et changer le modèle sans intégrer la question sociale et de la répercussion sociale de ce qu'on introduit et de ce qu'on met en œuvre. Ça, c'était juste une question de conviction très personnelle. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 2-3 méprises et des manières un peu fausses d'apprécier ce qui se passait. C'est difficile d'interpréter ce qui se passe quand on est dedans. Et la presse a vécu ça, je l'ai développé un peu tout à l'heure. J'ai parlé de ceux qui ont dit qu'il faut ignorer le web et qui ont fait cette erreur, qui était d'envisager d'ignorer les nouveaux usages. Tout simplement parce qu'ils considéraient que le web, avec la gratuité, était destructeur de valeur et qu'il n'y avait pas pire pour une entreprise que de détourner ses moyens pour produire des contenus qu'on ne pourrait pas vendre. Et c'est vrai, c'était assécher les ressources et mettre en péril l'équilibre économique de l'entreprise. L'autre erreur, ça a été de croire que le web, en abolissant 3 coûts, le transport, le papier et l'impression, donc en abolissant ces 3 coûts, qui sont quand même les coûts les plus importants dans la production des journaux, réglait le problème économique, là encore par magie. Ça a été le discours de Plenel dans un petit livre en 2008 qui était une sorte de manifeste, où il a dit « Pour nous, les choses sont simples. Avec Mediapart, on abolit 3 coûts. L'impression, le papier et le transport. Et en abolissant ces 3 coûts, on règle tout. » Non, il ne règle rien du tout, parce que son modèle à lui ne repose pas sur l'abolition des 3 coûts, mais repose sur la personnalité de Plenel et un contrat de lecture.
C'est autre chose que la simple abolition des 3 coups. C'est vrai que c'est le seul qui a réussi à arriver à peu près à un équilibre économique avec ses 100 000 abonnés qui payent chacun 9 euros par mois, etc. Ce qui lui permet de faire vivre une rédaction de 15 personnes. Nous, on est 135 journalistes en CDI au DNA. On ne pourra jamais faire vivre 135 journalistes en CDI avec un site web. C'est totalement illusoire. Donc, il fallait bien trouver une porte de sortie, et celle qui se dessine, et celle pour laquelle je me bats, et que j'essaye de construire au DNA en tant que responsable de tout ce qui est multimédia, c'est de partir non plus sur le modèle d'une rédaction dédiée, c'est-à-dire une rédaction à côté de la rédaction, non plus sur le modèle d'ignorer complètement les usages numériques, l'information en ligne, etc., mais d'essayer de construire une rédaction intégrée. Une rédaction intégrée dans laquelle les personnes ont les compétences pour travailler sur les 2 canaux, le web et le print, et où les personnes ont les compétences pour produire de l'image animée, comme de l'image figée, pour produire du texte, comme créer du lien hypertexte. Pas tout faire à la fois, mais organiser ça. Et ce qui permet, et là j'en arrive au modèle économique, ce qui permet d'organiser ça, et je pense qu'il faut replacer les choses sur l'axe du temps. Il y a un temps pour le journal, il y a un temps pour la tablette, il y a un temps pour le smartphone, et il y a un temps pour l'information brute et factuelle, et il y a un temps pour l'information travaillée avec de la plus-value. Et si on replace les choses sur l'axe du temps, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire au DNA, et qu'on est en train de mettre en œuvre petitement, parce qu'il s'agit de former les journalistes qui ont 5 ans de métier, jusqu'aux journalistes qui ont 30 ans de métier. En gros, il s'agit de former tout le monde, et c'est quand même assez inédit dans une entreprise. L'idée, c'est que c'est l'occurrence de l'événement qui commande notre travail, et non plus la rotative. Donc, un événement surgit, on fait une alerte. Vous connaissez peut-être l'alerte mail des DNA, ou le statut qu'on poste sur nos réseaux sociaux. Cette alerte renvoie sur une brève, qui peut devenir une brève avec une photo, qui peut devenir une brève avec une photo et un diaporama. On est là dans l'espace complètement ouvert du site, d'accès libre. Vous y accédez sans rien payer. Si vous voulez commenter, vous créez un profil sur le site des DNA. Et ensuite, chemin faisant, l'information va gagner en plus-value. Si l'information doit pouvoir gagner en plus-value, c'est qu'il faut aussi les ressources qui financent le temps mis à disposition pour générer et produire cette plus-value. Et donc, petit à petit, vous allez arriver avec une information qui aura gagné en plus-value au cours de la journée, qui sera travaillée, contextualisée, analysée, mise en perspective. Et ce contenu-là est réservé pour le journal. Tout simplement parce que le journal, c'est notre point d'appui économique. Il est vendu au lecteur, il est vendu à l'annonceur. Et puisqu'on peut générer des ressources avec le journal, on lui réserve les contenus à forte plus-value. Donc, contenu à faible plus-value, information factuelle et alerte dans l'espace ouvert et accessible à tout le monde gratuitement. Contenu à forte plus-value et travaillé, réservé au journal et à la version numérique du journal. C'est-à-dire le journal papier, mais aussi le journal dans sa version web ou sous forme de PDF sur le site ou sur la tablette multimédia. Donc, la clé, c'est d'arriver à articuler sur l'axe du temps, ensemble, la production d'informations en ligne et la production d'informations pour le journal. Et avec ce principe, c'est que lorsque l'information gagne en plus-value, elle doit être produite, elle doit être distribuée dans l'espace protégé qui est réservé aux abonnés. Et ce que nous essayons de faire, c'est aujourd'hui de dire à nos abonnés, nous sommes là sous la marque DNA, sur le papier, avec une info à forte plus-value. Nous sommes là sur le web pour vous alerter, pour que vous sachiez ce qui se passe. Nous sommes là dans le journal pour vous aider à comprendre. Et je crois que la clé de tout ça, à la fin des fins, on parle beaucoup dans les entreprises privées de comptes d'exploitation, d'équilibre et de modèle économique. Je crois qu'il faut aller un pas plus loin et se poser la question de la valeur sociale qu'on crée et de notre utilité sociale. Et c'est parce qu'on crée de la valeur sociale et qu'on a une utilité sociale qu'on a un point d'appui pour générer des ressources. Si on ne sert à rien,
on n'en tirera aucune ressource. Si on sert à quelque chose, on peut espérer en tirer des ressources. Et je crois que ce contrat de lecture est au cœur de ce que devient le métier et de ce qui sera demain. Qu'est-ce qu'un journaliste dans la société? Quelle est sa fonction? À quoi il sert? Quelle est la valeur qu'il crée? Quelle est la valeur sociale qu'il crée? La deuxième chose, dans ce contrat de lecture, et qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui a été évoqué un peu tout à l'heure, c'est la transparence. Je crois que l'univers numérique est un univers opaque, mais aussi un univers de la transparence, où le journaliste doit accepter de s'expliquer à chaque fois, de rendre des comptes. Sur les réseaux sociaux, il a créé sa communauté, mais aussi sur le journal, sur le site, pardon, en répondant aux gens qui l'interpellent sur ce qu'il a écrit, y compris en l'interpellant sur ce qu'elle a écrit dans l'univers protégé qui est réservé aux abonnés. Et puis, accepter de s'expliquer sur les réseaux sociaux et accepter de s'expliquer sur le site lui-même. Et je crois que c'est dit très rapidement, là que se situe la clé de ce modèle économique. La valeur ajoutée doit être rémunérée parce que c'est la rémunération de cette valeur ajoutée qui permet à l'entreprise de continuer à prospérer, à exister, etc. Après, il y a d'autres choses qui sont faites pour garantir le modèle économique. C'est la recherche de synergie entre des journaux différents. C'est ce qu'on fait au sein du groupe qui a constitué le Crédit Mutuel avec quand même 11 journaux. L'information nationale peut être traitée pour l'ensemble des journaux. L'information locale est produite par chaque journal. Donc, des recherches d'économie d'échelle, de synergie, qui sont des recettes qui sont connues par les chefs d'entreprise. Mais derrière tout ça, ça tiendra sur le temps long si on se pose la question de l'utilité sociale du journaliste. Est-ce qu'il doit exister encore aujourd'hui? Est-ce qu'il a une fonction sociale citoyenne? Est-ce qu'il crée de la valeur dans la société? Eh bien, moi, j'étais en train de m'interroger justement sur la notion d'auteur, parce que vous parlez de journaliste, mais et je remarque qu'il est vraiment fragilisé. Alors, je ne sais pas s'il était avant. La position de l'auteur n'a jamais été une position particulièrement tranquille, etc. Mais à l'heure actuelle, on remarque quand même une vraie difficulté à subvenir. Vous parlez de rémunération, mais même au-delà de ça, à exister en tant qu'artiste, si vous voulez, en tant que... Vous parliez de sensibilité tout à l'heure, l'auteur vient avec sa sensibilité et tout d'un coup, il est confronté lors de négociations, lors de choses comme ça, à un monde sur lequel il n'est pas forcément très habitué. Alors il y en a qui s'y habituent très vite, mais je remarque quand même assez régulièrement des auteurs qui ont une espèce d'angoisse assez forte vis-à-vis du monde de l'exploitation de leur contenu, quoi. Et ça, c'est quelque chose, pour l'instant, qui est assez difficile à gérer. Et alors, le numérique démultiplie tout ça. Parce que avant, pour le papier, etc., on a des cadres, on sait à peu près où on va. Mais avec le numérique, l'éditeur ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et l'auteur, il ne comprend pas grand-chose. Hein, a priori, l'auteur classique. Hein, l'auteur qui écrit encore des livres, etc., il ne sait pas trop où il va. Et alors, les deux sont très angoissés. Et alors, on assiste à des négociations qui sont assez dures parce qu'on a l'impression que c'est des négociations entre aveugles. L'un ne sait pas trop à quelle sauce il va être mangé et l'autre ne sait pas trop comment il va exploiter tout ça. Alors, chacun essaye de donner le moins possible, le plus possible, et c'est très tendu. Et alors, en plus, le numérique a quelque chose d'assez particulier. Moi, je n'étais pas dans le métier il y a 15 ans, 20 ans, mais on me disait qu'on allait négocier en face à face. On rencontrait son éditeur, il y avait un contact humain. Alors maintenant, c'est absolument. Enfin, moi, je ne le vois plus, ce contact humain. Tout se fait par mail. On ne rencontre plus son éditeur. On négocie telle ou telle clause. Et puis l'humain a complètement disparu. Bon, ça peut être assez stressant pour un éditeur, pour un auteur qui, a priori, est là parce qu'il a une sensibilité particulière. Et là, elle est un peu broyée dans cette histoire de numérique où je ne vois plus tellement où elle est. Bon. Alors après, naturellement, au niveau de sa sensibilité, elle risque d'être broyée par le numérique et elle risque aussi d'être. Sa rémunération risque aussi d'être broyée parce qu'il y a une véritable tension à la baisse au niveau de sa rémunération. Déjà, les éditeurs gagnent plus grand-chose, alors l'auteur derrière, lui, gagne quasiment plus rien. Et donc, là-dessus, il y a des négociations assez âpres qui se déroulent et voir ce que ça va donner encore dans quelques années. Mais pour l'instant, c'est assez
C'est assez tendu, disons. Soit à quelques exceptions près. Oui, je voulais encore dire un petit mot sur la question des auteurs, parce qu'il y a un autre pan de la question qui est important, c'est que le droit d'auteur est attaqué. C'est-à-dire que pour l'instant, en France, on a une protection des auteurs, qui fait que la propriété intellectuelle lui appartient jusqu'à 70 ans après sa mort. Et cette façon de voir la création en général et la création littéraire en particulier est attaquée par le droit américain qui veut transformer tout ça en un copyright, c'est-à-dire qu'en fait, l'auteur va produire quelque chose, il va vendre ses droits, il ne les aura plus. Et donc après, on pourra exploiter son œuvre sans lui devoir quoi que ce soit. Donc ça, si ça se met en place, la position des auteurs va être extrêmement délicate. Parce qu'on se pose la question de mais qu'est-ce qui va finir par nourrir tous ces réseaux? Quel est le contenu qui va produire le contenu en fait? S'il n'y a plus de motivation parce qu'il n'y a plus vraiment de rémunération, ça va aller mal. Alors on commence déjà à trouver des solutions. Donc il y a des algorithmes intelligents qui produisent du texte. Alors évidemment, c'est ennuyeux parce qu'on a un journaliste ici, mais il existe déjà des journalistes logiciels qui pondent de l'info. Et on n'a plus besoin d'acteurs humains dans ces cas-là. Donc ils analysent les données et puis ils crachent un texte, voilà, et puis c'est ensuite distribué par les... Je vais le laisser continuer sur la question. Non, mais Je voulais juste faire une petite parenthèse sur la question de l'auteur et de la création et de l'émotion dont on parlait tout à l'heure. Juste pour l'anecdote, j'ai des enfants ados et comme cette génération-là qui ont eu la mauvaise habitude de télécharger tout et n'importe quoi sans se poser la question de savoir si ce qu'ils faisaient c'était légal ou pas. Et mon interrogation un peu aujourd'hui, c'est de se dire par rapport à cette génération qui a été habituée à tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un travail de fond, en tout cas éducatif, à faire sur quelle valeur j'accorde au plaisir de lire, au plaisir de regarder une œuvre dans un musée, enfin on peut multiplier ça, merci, quelle valeur j'apporte à cette création qui clairement m'apporte quelque chose au quotidien. Pourquoi j'en parle? Parce que je trouve que ce qui se passe aujourd'hui sur les plateformes de crowdfunding, ça participe finalement un petit peu de ça. C'est qu'il y a tout un tas de projets passionnants qui sont présentés, et c'est face à ces projets, qu'est-ce que j'ai envie de donner moi pour avoir le plaisir demain de lire cet ouvrage ou d'accéder à cette œuvre. Et c'est difficile aujourd'hui, c'est vrai, de se projeter sur les modèles économiques du futur, mais la notion de je paye pour ce que je consomme ou pour ce que j'ai envie de consommer, c'est quelque chose que j'imagine peut-être dans le futur si on arrive à faire un vrai travail aujourd'hui éducatif de revalorisation de la création qu'on a peut-être perdu. Et rappeler finalement aux enfants, mais pas seulement, que quand on télécharge un livre, derrière ce livre, il y a un auteur, il y a des heures de travail, il y a de l'émotion, enfin, il y a quelque chose, c'est pas des heures gratuites, ça passe peut-être déjà par là, parce qu'on l'a peut-être trop souvent oublié. Et en France, peut-être parfois plus qu'ailleurs, j'en parle particulièrement pour l'art contemporain, où en Suisse, on achète assez facilement des œuvres de jeunes artistes, parce que on se rend compte que ça a de la valeur et que ça apporte un plus. En France, on a beaucoup moins ce réflexe-là. Il y a peut-être un travail à refaire auprès du public. Je pense que les éditeurs ont aussi un rôle à jouer. Si on regarde de l'intérieur les décisions qui sont prises d'éditer ou de ne pas éditer un auteur, notamment dans les grands groupes, vous avez deux types d'éditions. L'édition d'opportunité et l'édition décidée. Donc quand un éditeur dit il me faut une collection qui parle de ça, il me faut 3 ouvrages et il m'en faut un telle année, un telle année, un telle année, là on fait de la recherche d'auteurs qui sont vraiment employés à façon pour produire. En informatique on dit pisser de la ligne, mais c'est un peu ça aussi du côté des auteurs. Et puis l'émotion dont je parlais tout à l'heure, c'est la rencontre avec une personnalité, avec une envie, avec un projet.
L'avantage du web, c'est que ça multiplie les opportunités. Le désavantage, c'est que quand ça se confronte au modèle de l'édition traditionnelle, eh ben, les émotions sont éteintes et on revient à la dure réalité. Mais il faut que vous sachiez quand même que le modèle économique de l'édition traditionnelle, c'est quand même, je vais dire à peu près 20% des ouvrages qui ramènent 80% du chiffre d'affaires. Hein, c'est à peu près. La règle est respectée, les 80-20, ça marche comme ça. Ça veut dire quand même que même chez les éditeurs traditionnels, même s'ils ont des règles, quand on va au Goncourt, quand on pousse des auteurs parce qu'ils sont emblématiques d'une génération, etc., on a quand même à l'intérieur de ces maisons des gens qui fonctionnent aussi sur l'opportunité de la rencontre, qui n'est pas une opportunité économique, mais aussi un développement d'image de marque, je dirais, de la profondeur de ce qu'est une collection éditoriale. J'ai beaucoup côtoyé le monde de l'édition culinaire, par exemple. C'est un monde ultra codifié, et pourtant, il y a de l'émotion. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions chez les éditeurs qui travaillent dans ces collections, y compris dans les grands groupes. Vous avez des gens très bien qui savent faire émerger de l'envie de certains auteurs ou cuisiniers, de faire émerger des ouvrages qui vont jusqu'à vous transmettre un peu de l'émotion que les chefs ont à faire la réalisation de leur plat. J'en parle parce que j'ai découvert ce monde par un petit biais comme ça, en rencontrant des gens qui y travaillaient. Je ne le savais pas, donc ils m'ont introduit dans ce milieu-là et j'ai trouvé une certaine fraîcheur. Et pourtant, le livre de cuisine représente une manne terrible pour les éditeurs. C'est un combat gigantesque. Et bien quand même dans ce combat, même chez les gros éditeurs qui se battent pour avoir les parts de marché, pour éditer les émissions de télé-réalité qui fonctionnent bien en ce moment, tout ça, c'est des grosses négociations. Hein. On ne voit plus les gens, mais ça se négocie par avocat interposé. Mais quand même, il y a encore des gens qui inventent les auteurs et qui éditent des ouvrages que parfois on n'aurait pas osé éditer si on avait regardé le chiffre potentiel. Donc, moi, je ne suis pas négatif sur ces choses-là. Et je pense que justement, on peut peut-être parler de résonance entre la massification de la diversité des usages, je parle bien de diversité, et l'impact que ça a sur la création, y compris dans les maisons statutaires, qui disent ne pas avoir envie de bouger, mais quand même à l'intérieur, ça bouillonne aussi. Alors, je vais me permettre une transition, si vous, si vous voulez bien. Il est à peu près moins 25, et je me disais que dans la discussion qu'on a parlé des éditeurs, on a parlé des auteurs, il y a un élément quand même dans tout modèle économique qui est indispensable, c'est le lecteur. Et ces lecteurs sont justement dans la salle, et que ce serait peut-être l'occasion, vous voyez la transition vers les questions du public, d'aborder ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un public, qu'est-ce que le public serait prêt, entre guillemets, à payer, sachant tout cela, pour que apparaisse un modèle économique viable. On sait que payer 3 € un bouquin, c'est juste pas possible. Pour l'éditeur, vous l'évoquiez tout à l'heure, il ne gagne rien sur une somme pareille, et alors l'auteur encore moins, comme ça a été dit. Qu'est-ce qui, dans le public qui est là, est-ce que vous avez envie d'évoquer quelque chose de ce côté-là ? Votre participation à l'édition, pour ceux qui sont du master des métiers d'édition, comment vous voyez un modèle, qu'est-ce que vous seriez prêt à investir, on va dire, puisqu'il y a aussi du crowdfunding qui est aussi effectivement une forme de financement par les lecteurs du livre, et on voit quand même que ces lecteurs sont prêts à investir bien plus que le prix du livre pour qu'il puisse être édité. Quelle idée vous faites de ça ? Vous avez faim, je comprends, mais... C'est quand même difficile d'imaginer de payer de l'immatériel. Enfin,
Moi, je voulais réagir à ce que disait Philippe tout à l'heure. Et moi, je ne crois pas du tout aux machines qui fabriquent des textes. Je pense que oui, mais je sais que ça existe, mais tout existe. Moi, je pense que ce matin, j'ai rencontré un auteur de science-fiction qui commence qui reçoit des prix, etc. Et on va construire ensemble, je ne vous le dis pas parce que ça serait une surprise, mais on va construire un livre numérique avec lui. Et c'est lui qui m'a contacté, et puis j'étais ravi parce que je suis là, il a su que j'étais là à Strasbourg et que j'allais m'occuper de numérique. Vous voyez, ça existe encore ce genre de rencontres. Les grands éditeurs, même Gallimard qui a acheté Harry Potter, ils ne savent pas fabriquer des best-sellers. Parce que on ne sait pas. Quand l'association sort la bande dessinée de Marjane Satrapi qui s'appelle Persepolis, ils ne savent pas que ça va devenir un best-seller. Et voilà. Calmons-nous. Enfin, je veux dire, il y a un grand éditeur, je ne vais pas le citer parce que sinon ça va encore, comme c'est filmé, je ne veux pas avoir un procès, mais il a été dire c'est nous qui faisons les auteurs. Ben non, c'est les auteurs qui écrivent les histoires. Jusqu'à présent, les gens, on voit bien qu'il y a des lecteurs partout. Je veux dire, quand on est en bibliothèque, on le voit. Quand on voit des réseaux comme Babelio ou LibreRacing se développer aux États-Unis, c'est-à-dire que les gens lisent. Donc, nous, notre slogan, c'est la lecture numérique, c'est encore de la lecture. Eh ben, c'est ça notre sujet dans les bibliothèques. Ma question, moi, c'est comment je vais faire de la médiation, comment je vais mettre en rapport des auteurs d'aujourd'hui qui vont se saisir, à un moment donné, ils vont y aller, ils vont se saisir du web pour raconter des histoires. Parce que globalement, je crois que c'est Brassens qui disait qu'on avait tout raconté. Mais ce qui changeait, c'était la manière de le raconter. Et donc, on va à un moment donné, tous ces auteurs vont... alors, on peut aller dans la librairie, on va aller, je sais pas, à Kléber ou à Quai des Brumes, et puis on va s'acheter le petit carnet à la Bruce Chatwin, là, je sais plus comment il s'appelle, ces carnets. Voilà. Puis je vais être un auteur. Ben non. Pour être un auteur, il faut avoir une histoire à raconter, une bonne histoire à raconter, etc. Et après, la lecture, votre question, madame, sur est-ce qu'on peut acheter de l'immatériel? Mais ce n'est pas de l'immatériel, en fait. Alors, en fait, c'est juste des supports de lecture qui sont en train de changer. Et c'est le mode d'accès au savoir, à la connaissance, à la lecture qui change. En fait, la lecture, quand on regarde l'histoire, elle a toujours évolué. Au départ, tous les mots étaient attachés, il n'y avait pas d'espace, et la lecture était entièrement orale. Première invention technique, c'est qu'on a mis des espaces entre les mots et pour lire plus facilement. Petit à petit, voilà, je passe, mais il y a eu Gutenberg, quand Gutenberg a inventé sa fameuse machine, il y avait des gens qui étaient opposés à cette machine. Et puis ça a été un formidable accélérateur de diffusion du savoir. Et là, avec le web, on est en train de... Alors ça bouleverse tout. Je voulais rebondir aussi sur la figure de l'expert aujourd'hui. Effectivement, on a beaucoup parlé d'expertise et on est tous dans nos métiers, on est des métiers assez différents, mais on est tous bouleversés avec ça. On est des experts dans notre domaine, mais on se rend compte qu'il y a des communautés sur le web qui se débrouillent sans nous finalement et qui sont en train de trouver, de partager leur lecture, si on reste sur la thématique, et sont en train de faire ça. Donc nous, notre métier, moi, une de mes missions là sur la médiation numérique, c'est comment on va recréer notre identité d'expert sur le web, c'est-à-dire montrer que mes collègues, j'ai une collègue dans la salle là, comment elle est experte dans son domaine et qu'elle peut aider les utilisateurs, les usagers, leur dire tiens, regardez, ça j'ai lu ce bouquin, voilà, c'est formidable. Ce contact qu'on a en direct quand on est dans une bibliothèque, c'est pas juste emprunter des livres à la banque de pré-retour, c'est aussi des échanges avec les lecteurs et leur dire tiens, moi j'ai lu ça et vous, c'est un échange, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on réinvente. Il faut d'abord qu'on apprenne, qu'on participe, qu'on utilise le web et qu'on connaisse tous ces dispositifs. Voilà, Facebook, les réseaux sociaux, tout ça c'est des outils qui vont nous permettre de partager. Et voilà, alors il y a peut-être une vision très très bisounours de tout ça, voilà. Mais il y a des choses qu'il faut creuser, il faut chercher. Et le boulot des bibliothécaires depuis tout le temps, c'est dans la masse baroque, parce qu'on a l'impression que le monde a toujours été baroque, c'est qu'on ne s'en rendait pas compte. Mais là, avec le web, on se rend compte que
que il faut sélectionner l'information. Et nous, par contre, sur les bibliothèques, on est forcément des gens qui sont théoriquement capables d'aller aller piocher. Sauf que effectivement, ça a un silo énorme et on ne pourra pas tout faire. Voilà. Et pour les libraires, ça va être aussi, c'est très dur. Ils écrivent des petits cartons sur les livres en mettant des conseils, mais les gens, ils aiment bien ça. Voilà. Donc il faut trouver le modèle et on ne va pas faire ça en 2 minutes. Effectivement, il y a cette notion aussi de temps. Moi, je suis d'accord pour ralentir. Le problème, c'est qu'on est tout le temps en train d'inventer des nouveaux appareils. Là, si je veux, par exemple, en étant très concret, si je veux acheter des tablettes et des liseuses, Rodrigue, il en achète aussi ici pour l'université, laquelle j'achète? Parce que j'en ai acheté une, le temps que ça passe dans le marché public, il y en a déjà 2 qui sont sortis, qui sont mieux. Voilà. Bon, à un moment donné, il faut s'arrêter, quoi. Et puis, il faut travailler le sens. Quelle est l'information que je vais mettre en valeur? Qu'est-ce qui mérite d'être mis en valeur, etc. Ça va être des choix. Et nous, par exemple, en bibliothèque, on est toujours été embêtés par un truc, c'est qu'on est des gens neutres, la neutralité des bibliothèques. Voilà. Et là, on est confronté à une contradiction majeure chez nous, c'est de devoir sélectionner dans les contenus. Quel contenu on va sélectionner? Quel contenu on va mettre en valeur? Et comment on va faire passer ça? Puisque parfois, les individus, ils ont trouvé d'autres experts qui ne sont pas forcément des experts comme nous, qui ont fait des études pour être journalistes, bibliothécaires, professeurs d'université, mais qui sont devenus des amateurs éclairés, pas simplement des amateurs basiques. Mais vraiment, voilà. Et on se rend compte que sur Internet, on a des sites. Moi, je lis un site qui s'appelle Critique clunisienne. C'est un monsieur qui va au cinéma et qui critique les films qu'il a vus. Et je vous assure que les critiques, c'est costaud, quoi. Et quand on va voir... Alors moi, je les lis jamais avant d'avoir vu le film, parce que sinon, il me spoil le film. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est le travail qu'il fait pour partager avec les autres. Pourquoi il fait ça? Voilà. Pourquoi il y a des individus qui se disent, tiens, je vais partager... sur des blogs spontanément mes émotions, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part sur le territoire local, sur la cité, il n'y a plus des espaces d'expression où on peut se partager, se parler entre amis, etc. Parce que voilà, il faut replacer dans ce cadre un peu de notre société un peu individuelle où il n'y a plus d'endroit pour parler des choses qui nous font du bien au corps, à l'âme. Voilà, c'est ça qui... Voilà. Et moi, mon travail sur la médiation numérique sur les bibliothèques, c'est pas de mettre les dernières nouveautés technologiques, c'est de travailler sur ce relationnel et voir est-ce qu'on est capable encore de construire une bibliothèque qui amène des affects, qui permet de partager des émotions. Enfin voilà, je m'enflamme. Allez. Voilà, je passe. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, mais après, l'aspect immatériel de la lecture sur les tablettes, je veux dire, après, par exemple, moi, je lis des livres imprimés, je lis sur tablette et sur liseuse. Mais à un moment donné, si le livre, il est bon, j'oublie complètement que je suis en train d'utiliser une tablette, quoi. Et ça, c'est la force de l'auteur, quoi. C'est ça, la force de l'histoire. Hein. Voilà, je m'arrête là. Non, je voulais dire que peut-être n'oubliez pas qu'on est très féru de réseaux sociaux, d'envie de sociabilisation qu'on a peut-être perdu effectivement sur le local, mais que les usages sur les réseaux sociaux, la grande majorité des échanges qu'on a, c'est avec des gens qu'on connaît personnellement. N'oubliez jamais ça. C'est pas parce que vous avez 5000 amis maxi sur Facebook que vous avez 5000 connaissances. Vous avez des réseaux d'intérêt. Mais le cercle, le noyau dur de vos relations, il est mesurable. Et or, je trouve que les codes d'aujourd'hui, on s'enflamme beaucoup sur des réputations qui sont des feux de paille. C'est-à-dire que un grand éditeur qui porte un grand auteur, voilà, il y a du travail de fond, il y a des collections, et la réputation naît avec le temps. Aujourd'hui, la réputation peut naître en 15 secondes, en 20 secondes, parce qu'il y a eu 1 million de likes sur une page,
et que certains veulent s'en saisir parce que c'est une manne, mais on sait très bien que dans l'instant d'après, ça passera à l'oubli. Et moi, je m'interroge beaucoup sur la pérennité des œuvres finalement qui vont sortir de ce mode de lecture et de fonctionnement. C'est pour ça que je faisais l'éloge de la lenteur, parce que je crois que c'est important que nous tous, on soit capables de prendre le temps de dire ce qu'on ressent, de dire qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé, mais pas juste parce qu'on a lu la première page ou la quatrième de coupe si elle existe, ou parce qu'on a écouté les 5 premières mesures de la chanson. Ce que font les maisons de disques quand elles écoutent les artistes, vous voyez. C'est pas au petit bonheur la chance, on a des découvertes, mais pour faire des découvertes, il faut qu'on soit ouvert à ces découvertes. Et c'est ce qui m'inquiète moi un peu, hein, en creux par rapport à l'optimisme, c'est que quand même on est poussé par la vitesse à s'enflammer tous ensemble sur des réputations qui nous sont presque imposées. Donc je suis pareil, je ne lis pas les critiques de films, je vais voir les films et après je réagis éventuellement ou j'absorbe les réactions des autres, mais j'ai besoin de me forger une opinion. Et la première chose qu'on essaye de donner à nos étudiants, je crois, c'est ça, c'est qu'ils conservent cette grande richesse de pouvoir avoir un avis, de l'exprimer et de le nourrir et de le construire seul et avec les autres. Je vais répondre à Michel puisqu'il m'a interpellé sur le robot qui écrit. Il y a des centaines de robots en France qui travaillent. Ils ont fait des formations dans les écoles de journalisme, ils sortent, ils sont payés à peine plus que le SMIC et ils bâtonnent. Ils copient, ils collent, ils copient, ils collent, ils copient, ils collent. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit des robots qui fassent les comptes rendus du match de basket, parce que c'est ça le logiciel qui a été développé, la machine qui a été développée. Un compte rendu factuel, enfin le score, le machin, l'évolution du score, les statistiques des joueurs, tout ça. À côté de ça, il y a un journaliste qui peut faire un commentaire, une analyse, etc. etc. Et je crois que c'est vraiment les enjeux du métier sont là aussi. Je veux dire, on sent bien que c'est un métier qui est en train de se prolétariser pour une partie et avec une élite à côté. Et c'est un peu dommage. Alors, je n'ai pas la réponse, c'est pour répondre à ça. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur le prix de l'information. On est sorti d'un système où il y a un prix unique. Il n'y a plus un prix unique pour un journal. Je veux dire, moi, je suis abonné au Monde via l'App Store et je paye 18,90 €, je crois, par mois pour avoir le Monde tous les jours. Et si je l'achetais en kiosque, je payerais 25 fois 2 €, 50 €, 19 €, 50 €. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la question du prix et de ce qu'on paye. C'est-à-dire que le prix est lié au contenu, au support, au transport, etc., etc. Voilà, je voulais encore revenir sur le prix de l'e-book, du livre électronique, la question de madame. Eh bien, il y a une étude qui a été faite en Europe du Nord, je ne peux plus vous dire le pays parce que je n'ai pas en tête, mais ça concernait justement, bon, maintenant on a déjà du recul sur les lecteurs. Et la question était, mais combien vous estimez le coût d'un livre électronique? Qu'est-ce que vous pensez d'un prix de 3 €? Qu'est-ce que vous donneriez pour un livre électronique? Et en fait, il s'est avéré dans cette étude qu'un prix trop bas, les gens pensent que c'est un mauvais livre. C'est un livre bâclé, c'est quelque chose de moche et pas intéressant, et que le prix moyen d'un livre devrait tourner entre 8 et 12 € à peu près. Là, on considère qu'il y a un vrai contenu, quelque chose de sérieux. Voilà. Donc ça, c'est une petite... c'est des prémices, quoi. Donc ça commence à montrer que dans l'idée du public, du lectorat, le livre électronique doit avoir un certain prix pour avoir un certain contenu, une certaine valeur. Donc l'idée de gratuité, elle n'est plus là vraiment. Elle existe encore, mais pas dans... Parce que je pense qu'on commence à comprendre qu'un livre a une valeur, même s'il est électronique. Voilà. Alors, comme il va bien falloir que je place une fin, mais que vous pourrez aller très loin, évidemment, et peut-être qu'on aura l'occasion d'aller plus loin à d'autres moments, sachant que simplement, à moins que vous vouliez passer la soirée, la nuit dans le bâtiment qui va être fermé, je voulais peut-être faire appel au public pour essayer de voir si vous avez des questions, vous avez en face de vous des
des gens qui baignent dans le domaine à différents niveaux, dans différents endroits, qui baignent dans l'édition numérique. Est-ce que parmi le public, étudiant ou pas, il y a des questions qui vous viennent? Je voulais vous demander quelle est la durée de vie d'un livre électronique. Virtuellement, elle est illimitée. Parce que le livre normalement est stocké sur un serveur quelque part. Tant que le serveur tourne et que le livre est disponible dans une base de données, on peut l'avoir. C'est pas la même chose d'un livre papier qui peut être. Non, mais on le retire jamais de. On ne sait pas encore ce qui va se passer vraiment. Vous savez, bon, c'est le début là. Donc, mais en fait, on peut considérer finalement qu'un éditeur qui a un fonds de livres électroniques, il a tout intérêt à le laisser à disposition du public parce que il sera quand même ces livres téléchargés à un moment ou à un autre. Okay, c'est une question d'offre et de demande, mais un livre qui n'existe plus, parce qu'il a été détruit, pilonné, peut être quand même demandé et après on le cherche sur le marché de l'occasion. Tandis que là, avec l'électronique, eh bien, il peut rester indéfiniment dans les réseaux. Oui, parce que je pense que les livres, de même que la presse, passent du statut de livre au statut d'archive. Oui. Les revues aussi. Ouais. À soulever, parce que je crois qu'on a dû avoir les mêmes interrogations concernant l'industrie du cinéma, c'est qu'on a des formats qui évoluent en permanence et qu'on peut s'interroger sur l'accès qu'on aura à ce qui est édité aujourd'hui dans 50 voire 100 ans. Il y a un livre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, qui est « N'espérez pas vous débarrasser de vos livres » de Jean-Claude Carrière et Umberto Eco, et qui, au regard justement de Jean-Claude Carrière sur le cinéma, en parlait, et qui disait que quoi qu'il arrive, rien que pour cette problématique et question d'archivage, le livre papier, de toute façon, continuerait à vivre. Et je crois que ça, c'est une piste aussi. On peut dire ça comme ça, effectivement. Je m'intéresse aux livres anciens. Et donc, chez moi, j'ai des livres qui sont du XVIe, XVIIe siècle. Ils sont toujours là. On peut les toucher, on peut les lire sans problème. On peut les numériser aussi. Par contre, les livres électroniques, il y a un problème de format qui peut se poser, bien qu'on puisse récupérer le texte brut certainement dans tous les cas. Mais notre civilisation est quand même pas à l'abri d'une catastrophe majeure. En cas d'orage électromagnétique violent, tous nos systèmes informatiques s'effondrent et toutes nos données disparaissent d'un coup. Ça veut dire que notre civilisation s'effondre avec. Donc, sur la pérennité, après un orage électromagnétique violent, les livres papier seront toujours là. Ça dépend des livres papier, parce qu'en bibliothèque, on a des problèmes avec les livres récents qui ont 20-30 ans et qui ont des problèmes qui sont mal imprimés, qui ont des encres, on s'est imprimé à la va-vite. Et les livres du XVIe et XVIIe siècle, oui, ils sont encore là. Hein. Je ne suis pas certain que dans 100 ans, un certain nombre de livres de poche soient encore là. Hein. On voit bien déjà, c'est pas si vous avez imprimé des choses par l'imprimante, avec une imprimante jet d'encre, etc. Moi, j'ai retrouvé des dossiers au bout de 10-15 ans. Les feuilles étaient blanches, il n'y avait plus rien. Donc voilà. Donc le papier, il y a aussi des limites. En fait, cette consommation de masse, quand on a imprimé des livres en très très grande quantité pour voilà, je suis pas certain que tout reste bien correct. Oui, c'est dommage parce que je voulais amener un exemplaire du 19e siècle et un exemplaire récent là pour vous montrer à quel point les livres récents peuvent tomber en ruine après quelques années. Même j'en ai acheté un neuf dernièrement, il est déjà en train de se déliter. Donc c'est une question de qualité de fabrication aussi. Hein. Mais le coût d'un livre du 19e siècle, j'en ai des quasi neufs, quoi, qui ont 150 ans et qui sont quasi neufs. Cette qualité de fabrication, on ne la fait plus vraiment dans la création du livre industriel. Donc, oui, il faut poser cette question aux grands éditeurs, en fait, parce que c'est eux qui fabriquent ces livres de poche qui se délitent, ces livres brochés là, qui tombent en ruine, etc. Bon, ça, c'est à eux de nous répondre.
François. Je suis membre d'une association de quartier et récemment, on nous a demandé, c'est le dépôt légal de Paris qui nous a demandé de leur envoyer les revues que nous avons éditées. Alors ma question, elle est, y a-t-il aussi un dépôt légal pour l'édition électronique? Et c'est ce qui veut dire que, comme vous avez dit, les livres du 19e qui sont en train de se détruire, ils sont photocopiés. Excusez-moi, ils ne sont pas photocopiés. Il y a des films qui se font actuellement à Paris. Donc tous les ouvrages papier actuellement, ils sont garantis, on pourra toujours les voir. Alors que l'édition électronique, comme vous avez dit, un ouvrage électromagnétique, tout disparaît. Alors est-ce qu'il y a aussi un dépôt légal pour les éditions électroniques? La Bibliothèque nationale de France, en fait, c'est elle qui s'occupe du dépôt légal des livres imprimés depuis, c'est François Ier qui a créé ça. Et en fait, il existe depuis à peu près une dizaine d'années, il faudra vérifier la date, un dépôt légal du web aussi, donc, et des outils informatiques. Et donc, je ne sais pas si vous utilisez parfois certains blogs, vous voyez qu'ils ont un numéro d'ISSN. Donc, le numéro d'ISSN, c'est le numéro de série des revues. Et en fait, ils sont archivés. Donc, il y a un moteur, on ne va pas rentrer dans la technique, mais enfin, à la Bibliothèque nationale de France, ils ont une sorte de super gros ordinateur qui fait régulièrement le tour d'un certain nombre de blogs. Alors, ils ont fait une sélection. Ils ne peuvent pas sauver tout le web. C'est absolument impossible. Mais ils essaient de sélectionner un certain nombre de sites de référence pour en conserver la mémoire. Alors, vous imaginez la difficulté, puisque l'image qui est prise, ça a un temps T. Et en fait, il faut renouveler l'information, puisque comme on parlait tout à l'heure que l'information change en permanence, qu'on peut changer un article toutes les heures, et l'auteur d'un livre romanesque, il a aussi un droit de remords, on va dire. Il peut changer son texte et dire « Oh là, je l'avais mal écrit quand j'avais 20 ans » et il retransforme son texte. Je prends souvent dans des conférences que je fais sur le livre numérique l'exemple d'un livre numérique de François Bon où, je ne sais plus, il en était au bout de 6 mois à la 10e édition et il avait déjà remodifié plusieurs fois son texte. Donc, pour un bibliothécaire que je suis, quelle est la bonne version du texte? Est-ce que c'est celle de l'auteur, la dernière version, parce qu'il est revenu avec toute son expérience, toute sa vie, ou est-ce que finalement la plus fraîche, c'était la première? Voilà. Le numérique pose toutes ces questions-là. C'est vrai qu'avant, on avait un texte qui était fixé, si on avait écrit des bêtises, on les avait écrits, on ne pouvait pas revenir dessus, elles existaient. Voilà. Et alors, donc après, pour les sauver, en termes de dépôt légal, c'est d'autant plus compliqué. Les chercheurs de l'an 3000, ils vont s'amuser pour lire les trucs. Bon, on va peut-être conclure sur cela, parce que ça résume bien la révolution numérique. C'est quelque chose qui casse d'une part le matériel, donc l'espace, et le temps, puisque les dernières questions qui sont apparues concernent ces deux éléments, mais donnent, j'ai entendu aussi beaucoup d'espoir, donc je pense que ça devrait être plutôt positif. Oui, il est là, oui, bien sûr qu'il est là. En tout cas, on vous remercie chaleureusement de votre présence. Et on n'aura plus le temps pour des questions, mais j'espère que le public, en tout cas, y a trouvé du plaisir et de l'information et des connaissances, et que vous viendrez à la prochaine, puisque je peux vous annoncer d'ores et déjà que le 5 février, alors ça ne concerne pas l'édition numérique, mais plutôt l'utilisation des transmédias. Donc on est toujours dans la narration, mais par l'utilisation de différents médias. Ce seront des chefs de projet de Arte qui vont venir nous parler de tout ça. Ça sera au même endroit, à peu près à la même heure. Donc, je vous invite à revenir. Merci.